Moi, je me souviens d'un patient qui avait un instrument cassé. J'arrive à le bypasser en 5-10 minutes. Et puis, du coup, je termine mon endo, nickel. Et juste avant d'obturer, tu sais, je le vois bien sous le microscope. Et je me dis, putain, est-ce que je ne mettrais pas un petit coup d'ultrason pour l'attraper et le faire sortir? Au moins, je rends une Ouais. copie nickel. J'essaie de l'attraper, il tombe dans le canal et il transfixe l'apex, à moitié dans la racine et dans l'os. Il y a une lésion. Donc il me dit, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le Dr Chia Smile, la chaîne dédiée aux dentistes, orthodontistes, pour apprendre plein de tips et rester à jour. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Durand, très connu en Rhône-Alpes, mais aussi en France. C'est un endodontiste exclusif. Il a monté un centre spécialisé en endodontie. Il va nous expliquer comment il gère ce centre, quelques tips et techniques pour les personnes comme moi, omnipraticiennes, qui ont du mal avec l'endo et qui n'ont pas forcément aimé l'endo quand ils étaient dans leurs études. Reste bien jusqu'à la fin pour apprendre plein de tips et de techniques sur l'endodontie. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça permet de soutenir cette chaîne. Merci d'être venu jusqu'ici. Bah de rien. Ça va, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. On vit dans la même région. Ouais, voilà, on vit dans la même Ouais. région. Bah, c'est aussi pour ça que je t'ai contacté. Le but, c'est de parler un peu aux confrères de la région. Et puis, en fait, le but, tu vois, c'est moi, en tant qu'omni, avoir une vision d'un mec comme toi qui a créé un cabinet de spécialistes, déjà. Donc, on abordera un petit peu ce sujet. Et Ok. puis, même l'endodontie, parler un petit peu de l'endodontie, peut-être un peu plus technique. Et puis après ça, l'organisation, la gestion. Parce que toi, tu es un peu plus côté gestion. Ouais, c'est un sujet que j'aime bien. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, déjà, peut-être présente-toi, même si je pense qu'il y a beaucoup déjà de dentistes qui te connaissent, mais Alors, si tu peux te présenter rapidement et puis refaire un petit point un petit peu sur ton parcours, tout ça. ok. Bah merci. Déjà, merci pour l'invitation. Pas de souci. Je suis ravi de te revoir et travailler aussi avec Oriane, du coup. Ouais, Que je me souviens d'elle pendant pendant la fac. la fac, ouais, et puis même Parce que après. tu étais son prof, c'est ça? Je me souviens plus, mais Ouais, je crois que ça. je me Mais souviens elle se d'Oriane. souvient de Ouais, toi, elle avait ouais. bien aimé Et puis, ton approche. je me souviens aussi, et tu sais que c'est important pour moi aussi, de vous deux au CrossFit. Ouais, au CrossFit, bah. Ouais. Là, je me suis dit, ça, c'est un couple qui va avancer parce que ils sont toujours dans, voilà, dans le sport, Ouais, dans le ouais. fait de. Puis je me souviens que quand je vivais dans Lyon, je la voyais partir courir, je crois, avec ton père. C'est Ouais, possible, ça? possible, ouais. Ouais. Qui, vers la gare Saint-Paul, d'ailleurs. Ouais, Enfin, je me ouais. souviens, ça m'avait marqué. Voilà. Donc, alors, moi, si je me présente, alors déjà, je pense que, je sais pas si les gens me connaissent, hein, ce serait un petit peu. Je pense pas avoir ce pouvoir-là, mais n'empêche que. Beaucoup de Lyonnais, en tout cas, te De connaissent. Lyonnais, ouais, sans doute. Bah ouais, parce que je suis. Moi, je fais que de l'endo. Donc, je suis sorti en 2009 de la fac de Lyon. Et je fais que de l'endo depuis ce temps-là à Lyon. Voilà. Et donc, mon parcours, il est simple hein, pour ce qui est du dentaire. C'est-à-dire que j'ai fait mes études à Lyon. Puis après, j'ai fait. Très rapidement après, j'ai compris que même si je commençais déjà à faire que de l'endo, que ça suffisait pas, qu'il fallait que j'aille chercher plus de formation plus Mhm. loin. Où j'ai fait un DU, un DIE, c'est un diplôme interuniversitaire d'endodontie clinique à la Ouais, fac de Nice. Donc c'est des DU qui, je crois qu'il en persiste encore quelques-uns, mais qui ont petit à petit disparu. C'était des super DU où toutes les universités qui avaient ces DU-là s'étaient organisées pour avoir un programme commun et tu avais la moitié de ton temps où tu faisais de la recherche ok. bibliographique puis aussi expérimentale, ok, et l'autre moitié du temps où tu faisais de la clinique. Donc c'était vachement bien parce que je suis parti faire ça à Nice parce qu'il y avait un couple d'endodontistes, donc Ok. c'est rare, même. Donc il y avait le professeur Étienne Medioni qui était donc à la fac et chef de service à la fac, et avec qui on passait une demi-journée à faire de la recherche et par semaine pendant 2 ans. Et Catherine Ricci, le docteur Catherine Ricci, qui elle Ouais. était une endodontiste parisienne qui est venue s'installer à Nice et s'est mariée avec le professeur Et Medioni. en parallèle, tu Et faisais quand elle même faisait que de la clinique. Ah, tu faisais quand même de la clinique avec elle, Ouais, du ouais, coup. c'est ça. Ok. Donc tu passes une journée au DU, le matin clinique, l'après-midi recherche. Ok. Et donc après, ça aboutit sur des travaux, bah, tu vois, en 2 ans, c'était un mémoire par an, équivalent d'une thèse par Ouais, an, ouais. des conférences au niveau national, et puis des présentations de travaux dans les congrès internationaux, etc. Ok. Ouais, Donc voilà, moi, je trouvais que c'était une formation hyper aboutie, quoi. ouais. Tu vois. Et à partir de ça, là déjà, tu avais déjà ton cabinet ou tu bossais déjà dans un cabinet? Alors au début, j'ai eu 2 activités. Au tout début, je travaillais à Grenoble chez le docteur Étienne Surin, Ouais. où là, je faisais les endos du cabinet. Et j'avais commencé une activité d'endodontiste à Lyon
avec le docteur Faouzia Bousseta, Ok. qui avait son cabinet à Lyon. Donc voilà, c'était à peu près... Ok. C'était comme ça que j'organisais mon temps, quoi. Ok. Et après, du coup, tout ça, tu t'es dit, t'as eu envie d'avoir ton cabinet. Ça s'est passé comment après, le moment où t'as voulu créer Ella? Bah, en fait, c'est Faouzia qui a créé Ella Ah, ok, avec je savais moi. pas. Ok, D'accord. moi, je suis arrivé très vite quand elle l'a créé. Et donc, on a lancé le cabinet, elle et moi. Ok. Voilà. Et ensuite, nous a rejoint le docteur Oussama Bouamar. Ouais. Voilà, Paul-Marie Oliva. Ouais. Voilà. Après, Faouzia est parti pour travailler dans le Beaujolais à Belleville. Bah, à Et 5 minutes d'ici. voilà, c'est ça. Et du coup, et ensuite, d'autres sont arrivés au cabinet. Maintenant, Ok. on est 7 praticiens. Ok. Ouais. Et du coup, pour expliquer un petit peu Ella ce que c'est aux personnes qui vont nous regarder, Hmm. dis-nous un petit peu. Ella, déjà, le nom, ce que ça veut Et dire. là, ça veut dire endodontie lyonnaise et associée, puisque l'idée, c'était de créer quelque chose de collectif. Ok. Voilà. De créer une structure qui soit collective. Parce que, en fait, très vite, je me suis rendu compte que déjà, je voulais pas que ce soit... donc, parce que je suis peut-être à l'origine du projet, et c'est un peu incarné hein, avec ma personnalité, mais c'est quelque chose que je voudrais pas qui s'installe parce que je pense que dans une activité comme la nôtre, il faut désincarner le lieu. Hmm. Euh, j'ai très vite pensé à la suite, voire même à la fin de ma carrière, où je me suis dit, mais en fait, si je crée le cabinet de cabinet, pardon, docteur Mathieu Durand, Ouais. le mec qui va me racheter, il va racheter quoi en fait? Il va Ouais, je vois. racheter des murs, du matos. Mais si toi t'aimes pas bosser avec celui qui prend ma place, tu vas me dire Hmm. bah en fait non, je bosserai avec quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, une patientèle, je sais pas comment on appelle ça pour des correspondants, ça se vend pas en fait. Ouais, je vois. Ça se crée mais ça se vend Ouais, pas. ouais. Tu vois, les correspondants appartiennent pas au mec qui achète. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait désincarner ça et créer quelque chose qui soit dynamique et qui grossit avec le temps pour qu'au fur et à mesure, les gens achètent des parts, et puis au bout d'un moment, tu revends tes parts et puis tu pars Hmm. tranquille. Et au moins, du coup, tu as au moins vendu quelque chose qui perdure aussi. Ouais, je vois. Donc les mecs, ils achètent quelque chose. Quand tu achètes des parts au cabinet là, tu achètes un fonctionnement, tu achètes un management, tu achètes du matériel, tu achètes des locaux, tu achètes un réseau, tu achètes tout ça. Voilà. Donc ça vaut quelque chose, ça c'est Je clair. vois. Mais au moins, c'est pas détenu par une personne. Il y a personne qui est indispensable du coup. Ouais, je vois. Tu Ok. vois? Même toi. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Bah, j'ai expérimenté parce qu'à un Ouais. moment, je suis parti complètement du cabinet et il fonctionnait très très bien, voire même Ouais. mieux sans moi. C'est possible. Et pourquoi, du coup, on avait parlé un peu en off, et pourquoi l'envie, même si t'es pas forcément dans l'idée de base, mais pourquoi l'envie de faire que avec des endodontistes exclusifs? Pourquoi Euh, pas, en s'ajoutant à un cabinet avec des omnis, on ajoute un pôle hmm. d'endodontie exclusif, tu vois? Alors là, c'est une bonne idée, surtout que en plus, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant tu veux pas faire de l'endo dans le cabinet, Ouais. etc. Ou créer Ella dans le cabinet. Euh, c'est toujours pareil. Je me souviens d'un gros cabinet qui nous avait demandé et j'avais dit bah non en fait parce qu'on va disparaître dans l'entité. Donc ça me déplaisait. Et puis il y a une autre notion qui est l'activité d'endodontie. Moi je dissocie l'endodontiste du praticien qui fait que de l'endo. C'est pas être péjoratif pour celui qui fait que de l'endo, hein, c'est pas non Pour plus définir voilà. celui que tu dis qui fait que Ouais, l'endo, c'est une personne au cabinet qui fait que l'endo du cabinet. par exemple. Et ça, Voilà. c'est pas un endodontiste exclusif pour toi. C'est ça. Tu veux dire. Exactement. Voilà. C'est pas la Voilà. même Voilà, technique. pour être très clair, bon, les termes, il faut les choisir, etc. C'est plus complexe, mais pour être très clair, oui, c'est ça. C'est pas la même réflexion, c'est pas le même C'est ça. encadrement, voilà. Quand tu faire de l'endodontie toute la journée, c'est pas la même chose que faire de l'endodontie exclusive. Ouais, ouais. C'est ça que je veux dire, Ouais, ouais. tu vois. Parce que au final, dans notre structure, on t'envoie que les cas extrêmes C'est finalement, ça. que les cas où en fait, laisse Bout tomber. de course, quoi. C'est ça. Mm. Ouais. C'est ça. Et donc là, tu peux plus être sur les mêmes logiques, aussi bien sur des résultats. Voilà, Ouais. faut se protéger pas mal de biais. Voilà. Donc du coup, c'était l'objectif de créer un cabinet d'endodontie. Ok. Voilà, on a tous un niveau d'expertise. Maintenant, dans le collectif, j'y voyais plusieurs intérêts. Le premier, c'était le partage tout simplement du plateau technique, Ouais. les moyens Ouais, c'est en sûr. fait.
Parce Lyon, qu'il y a des gros moyens pour un cabinet d'endo. Bah, entre les L'endo, microscopes. déjà. Ouais, c'est ça. Après, tout dépend ce que tu veux mettre, tu vois, parce qu'un microscope, ça peut valoir 10 000 euros, comme ça peut valoir 80 000 euros. Ouais, Ok. Les Combeam, c'est un peu pareil. ouais, Enfin, voilà. ouais, Mais effectivement, plus tu vas être nombreux et plus tu vas avoir des moyens. c'est ça. C'est tout l'intérêt du Ouais, collectif. ouais, Hein. c'est sûr. C'est tout l'intérêt de faire groupe, finalement. Ouais, ouais. Hein. Et donc, c'était un peu mon objectif. Voilà. Mais il y avait les moyens techniques, parce que l'on pense souvent qu'à ça. Mais il y a aussi les moyens humains. C'est-à-dire que avoir du personnel de qualité, par exemple, je sais pas, je pense à Caroline, notre chef des secrétaires, qui est capable de gérer complètement le réseau de correspondants, de mettre les indicateurs, etc. Sans vouloir faire offense aux autres, elle a une valeur ajoutée plus importante que la secrétaire qui reste à l'accueil. Ouais, ouais. Forcément. Bah oui, Ça n'a pas le même coût, évidemment. c'est sûr. Normal. Donc à plusieurs, ça Ouais. s'impacte complètement différemment. Ouais, Donc aussi bien sur le côté technique que le côté humain, le collectif, ça prend tout son sens. ouais, je vois. Tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Mais c'est pas magique. Ça se fait avec du travail. Il faut y passer du temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je passe à peu près 2 jours à faire de l'endo, 2 jours aussi à créer le lien entre les hommes dans le cabinet. Ouais, ouais, c'est ça. Ça veut pas dire. Alors souvent on appelle ça la gestion, mais c'est pas tellement ça. Hein. C'est, on va dire une sorte de leadership ou quelque chose qui fait que les gens bossent ensemble. Ouais, ouais. Hein. Parce que moi, tu vois, par exemple, la comptabilité, c'est Paul Marie qui le fait, et je touche jamais à la comptabilité. Ouais. La stratégie, voilà, c'est plutôt Baptiste qui le fait, et là c'est pareil, je le laisse complètement faire. Non, mon travail, c'est surtout de travailler sur le bien-être des personnes, le management, savoir comment ça s'organise, comment ça communique entre eux pour que collectivement le groupe reste fort et soudé. Ouais, je vois. Tu vois. Le groupe praticien-assistante. Ouais, Groupe praticien. total. Ouais. Total, ok. Donc là, on dissocie 3 personnes, 3 groupes chez nous, praticien, assistant et secrétaire. Secrétaire, ok. Donc je dis assistant parce que y a des hommes maintenant. Il y a des hommes. On en Vous a avez 2 des hommes au cabinet? Ouais, 2. Ouais. Ouais. Ce qui est très bien. Bah, ça change un peu de mixité, Ouais, c'est ça clair. fait du bien, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair. Où tu tirais au sort une clé USB et dedans, il y avait une des clés où il y avait toutes les formations de la SFE qui étaient offertes. Et ben, je l'ai pas gagné. Mais 15 jours après, ils m'ont appelé en me disant personne l'a gagné, donc on choisit de te l'offrir. Donc je leur dois une fière, je leur dois une belle. Et donc c'est comme ça que en y allant faire cette formation, donc tu imagines avec mes yeux de 5e année, Ouais, c'est j'ai clair. l'impression d'être à Euro Disney, quoi, un microscope par personne, tout ça. C'est là où j'ai rencontré Catherine Ritchie qui était encadrante du TP. Ouais, c'est ça. Et on a parlé d'endo, et j'ai dit je peux venir vous voir bosser. Elle m'a dit bah ouais, mais je suis à Nice. Je dis, c'est pas grave, je taille la route, et puis Ouais, si tu fais pas ça à 24 ans, tu le fais quand, enfin, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc je suis allé la voir bosser, et là j'ai halluciné. J'ai halluciné parce que c'est la première fois de ma vie où je voyais des gens. Attends, j'ai commencé le stage actif, tout ça, enfin tu vois. Ouais, t'étais en 6 là, du coup. Ouais, je pense, ouais. Et c'est la première fois de ma vie où je voyais des gens qui faisaient vraiment ce qu'ils disaient. Ok. Tu vois. Ça, Techniquement, tu veux dire? Ouais, techniquement. Techniquement. Ouais, sans compromis. Ah Sans ouais, bon, c'est pas grave. J'avais souvent entendu, tu vois, à la fac, ça c'est pour les livres, quoi. Ouais. Mais en vrai, la réalité, En vrai, c'est c'est différent. difficile, ouais. En fait, c'est la première fois que je rencontrais des gens qui disaient non, la réalité, c'est ça. C'est pas que pour les livres. Ouais. Et là, j'ai halluciné. Là, je me suis dit, putain, mais merci, ça existe. Ouais. Et là, tu t'es formé techniquement, parce qu'au début, enfin, tu l'acquiers pas comme ça, la dextérité. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que donc à la fin de 6e année, je me souviens, j'étais même pas taisé. Je redescends à Nice, mais j'étais à un stage actif, donc j'avais fait des endos. Et je vais dîner avec Catherine Ritchie et son mari, qui est le professeur Étienne Medioni, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et à table, je sors mon ordinateur spontanément, comme ça, je leur dis, je peux vous montrer un peu ce que je fais. Et ils m'ont dit OK. Et en fait, j'avais préparé tout un PowerPoint avec tous mes calculs d'endo. Et là, Catherine, elle hallucine et puis elle me dit OK. Bon. Et puis quelques jours après, on était au congrès à La Baule, je m'en souviens, au congrès d'endodontie ou à Arcachon, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, elle me dit écoute, j'ai besoin d'un collaborateur, donc si tu veux venir bosser. Elle me dit par contre, je suis un peu embêté parce que t'es pas taisé pour une activité d'endodontie. Je dis oui, moi aussi, je suis un peu embêté à Banco parce que je me sens pas du tout prêt. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté 1 an chez elle où je travaillais, je faisais une ou 2 endos par semaine. Ok. Donc, c'était vraiment rien.
2-3 peut-être. Et le reste du temps, je l'assistais au fauteuil. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps. C'est là où t'as beaucoup appris. Ouais. Mais En regardant, quoi. Juste savoir comment on passe une ligne dans un canal. Tu vois. Ouais. Le mouvement, le diagnostic, j'étais tout le temps avec elle. Donc tu l'as regardé et après ça, tu lui posais des questions. Ouais, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ouais, je réfléchissais à tous les cas avec elle. Ah, donc elle était quand même très, très, très pédagogue et accompagnante parce que... Ah oui, complètement. Mais elle voulait que je reste avec elle. Oui, c'était aussi pour ça qu'elle avait fait ça. Ça, ouais. Et après, bon, voilà, bon, Nice, c'est une très belle ville, ça, mais il fallait que je rentre à Lyon parce que c'est là où tu avais envie de faire ta vie. Je voulais être à Lyon. Ouais. Donc je suis revenu à Lyon, mais j'ai gardé beaucoup de liens avec eux et j'ai fait le DU après. Ok, oui, c'est là où tu as fait le DU du coup. C'est là où après je me suis dit, bon, allez, je retourne continuer de me former parce que je me suis bien rendu compte qu'il me manquait un gros niveau. Si tu veux, je me souviens qu'à l'époque, quand je me posais la question de l'endodontie, et ça a son importance peut-être pour les questions que tu vas poser après, beaucoup de gens m'ont dit, mais t'en as pas besoin d'aller faire un DU, t'as pas besoin, t'as déjà assez de niveau, t'as baigné avec Catherine dans... Juste, je te coupe, comment tu dis niveau? C'est quoi exactement le niveau? Parce que moi, un niveau d'endo, c'est le mec qui enlève un instrument, c'est déjà un haut niveau, tu vois. Alors moi, le niveau, comment tu le définis? Ouais, alors moi, pour moi, le niveau, c'était être capable de réfléchir. C'est-à-dire que savoir faire, c'est une chose, savoir réfléchir, c'est encore autre chose. Okay. Et donc là, je voyais bien que quand il y avait les anciens internes qui ont grandi avec Pierre Machetou, enfin tu vois, le professeur Machetou, je voyais bien que les confs étaient beaucoup plus poussés, beaucoup plus aboutis, être capable de trouver des réponses dans la littérature, que moi finalement j'étais plus orienté par peut-être l'environnement que j'avais, et je perdais en indépendance, tu vois. Et donc pour avoir cette indépendance là, et c'est d'ailleurs un des critères pour moi qui est important pour définir un endodontiste, c'est d'être capable de faire le tri dans les infos qu'on te donne. Ok. Parce que tu peux vite être je sais pas, avoir des biais gigantesques. Par exemple, te dire, je sais pas, les instruments de chez Dentsply sont les meilleurs parce que le mec de chez Dentsply, il me file tous les instruments gratos. Ouais, c'est clair. Par exemple. Bah non. Et je crois pas... alors j'ai pris Dentsply comme exemple. Oui, non mais... Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et ça, tu l'acquiers que par ta formation, par ta culture. Ouais. Ça, c'est très important. Il faut avoir d'autres réponses, une ouverture d'esprit, une réflexion. Ouais, donc le niveau, c'est pas que technique. Exact. C'est un tout. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Ok. C'est peut-être ce qui peut faire la différence entre l'endodontiste et celui qui fait de l'endo exclu. Ouais, je vois. Ok. Tu vois, c'est l'ouverture d'esprit. Une réflexion, ouais. Une réflexion globale. Surtout une autonomie dans la réflexion. Ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Donc je t'avais coupé, mais du coup, on va reprendre. Donc tu disais, t'essayais d'avoir un gros niveau, et du coup, c'est pour ça que t'as repris le DU, parce que tu trouvais qu'il te manquait quelque chose. Ouais, clairement. Alors que tout le monde te disait que... Ouais, clairement. Déjà, aussi, quand t'arrives... parce qu'au DU, tu vois, je faisais une endo le matin accompagnée de Catherine. Donc là, maintenant, c'est elle qui m'assistait, mais elle te corrigeait tout le temps. Ouais. Et quand t'arrives, alors que tu sais déjà un peu faire, elle est plus en train de t'enseigner les bases, elle est en train de t'enseigner tes corrections. C'est complètement différent. Et ensuite, la recherche, tu vois, moi, j'ai choisi comme thème l'irrigation et la désinfection canalaire. Du coup, pendant un an, j'ai cherché tout ce qui est écrit dans la biblio sur ce sujet-là pour, déjà, juste avec les données acquises de la science à l'époque, établir le protocole idéal, tu vois. Ouais, d'accord. Pendant un an. Là, j'ai su ce que c'était que lire de la littérature, savoir faire le tri dans les articles, etc. Et ensuite, pendant la deuxième année, on a fait tout un protocole pour tester des instruments au niveau de l'irrigation. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, après le DU, il te donne pas un protocole tout fait en te disant... Non. Non, ça t'apprend à réfléchir. Ouais. Même au cabinet, t'as jamais un protocole tout fait, ça. Non. T'es toujours en train de tester, essayer... En fait, au cabinet, alors, on a des protocoles qui sont... déjà, ma première grosse conférence, elle était à l'ADF, c'était sur avoir une approche médicale de l'endodontie. Et l'approche biologique et médicale, elle existe je l'avais définie comme étant trouver le protocole le plus abouti. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, évidemment que mon activité, elle est protocolée, mais elle est aussi capable de se modifier en fonction du cas clinique. Ouais, ok. Et en fonction de la situation. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut réfléchir. Donc, il y a toujours, en fait, un petit moment où le protocole, il bouge, quoi. Ouais.
Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, sur la mise en forme, on peut pas avoir un instrument unique pour tous les Ouais, canaux, c'est pas ouais, possible. ok. Parce que, je sais pas, tu prends ton instrument unique qui est en général à 25,6 peut-être, en 25 de diamètre, 6% de conicité. Bah, en fait, dans un canal qui est déjà, sachant que les racines palatines des molaires du haut ou les distales d'en bas sont en moyenne à 40, 50 de Ouais, diamètre. ouais, Qu'en fait, avec ton 25,6, t'as chatouillé les parois, mais t'as rien fait. ouais. Donc tu Donc dois c'est changer pour toi, ton... du coup, le réciproque, tu n'utilises pas, quoi. Tu utilises des instruments spécifiques en fonction du canal, etc. Exact. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, c'est pas que le réciproque, je l'utilise pas parce que il est pas bon ou machin, c'est parce qu'une lime unique, c'est pas possible. Tu vois. Et donc, euh, ça, c'est un fantasme qu'on a cherché en endodontie pour chercher à gagner du temps. Ouais, Tu vois. Mais si on parle sur le technique, moi, ce qui me prend du temps aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est pas la mise en forme. le à côté, c'est quoi? Bah, Le avant, le après, tu veux dire? le diagnostic, Ah, le diagnostic, ouais, ok. le pronostic, ça c'est voilà. L'anesthésie, la dépose Ouais, des restos, ouais, ouais, la dépose des restos, ouais. la mise en place du champ opératoire. Et le plus difficile, je dirais, qui est tel praticien dépendant en endodontie, c'est l'obtention de la perméabilité apiale. Ouais, Ça, je crois que c'est ça, le vrai sujet. C'est-à-dire comment je fais pour passer dans le canal. Ce qu'on dit, comment j'ai passé. Et là, il n'y a pas d'outil. C'est-à-dire que c'est ton expérience et les difficultés qu'il y a dans le canal. hmm, ok, C'est ça qui est le plus difficile. Et c'est là où bah, la formation, l'expérience du praticien, tu as plus de chances qu'il y arrive. ok. Voilà. Et après, si tu veux, par exemple, si je prends à peu près 1h45 pour une endo, une molaire, le temps de la mise en forme, c'est 10 Tout minutes. compris, Ouais, tout compris. tout compris. C'est 10 minutes, Ah ouais, tu vois. Donc, si je passe un instrument ou trois, ou peut-être des fois 5, ça va peut-être varier de 8 minutes à 12 minutes. ouais, je vois. Mais c'est pas ça qui va faire changer l'activité, Ouais, tu ouais, vois. C'est ça qu'il faut comprendre quand on fait de l'endo. Tu rentres dans un canal, la racine elle est longue, elle est minéralisée, pour peu qu'elle soit courbe. Il y a tous les facteurs de risque. Tu as du mal à atteindre l'apex avec une lime 8. hmm, Tu as intérêt à avoir une lime 6, une lime 8, puis après tu as intérêt à y aller tout doucement. ouais. Et puis quand tu es arrivé à peu près à voilà, un diamètre de 20, 2%, tu peux commencer à prendre un réciproque. Ah ouais, je vois. Si tu prends direct, tu descendras pas. Tu vas Ouais. faire une butée, ou si tu descends, c'est que c'était voilà, c'était plus facile que prévu. Mais ça descendra Mais pas. du coup, pour un omni, parce que moi, je fais du réciproque du coup. Pour un omni, du coup, tu conseillerais quand même de repasser sur des instruments. Omni, quand je dis omni, c'est on fait les pulpos, Ouais. même les dents nécrosées, tu vois, je pense. Enfin, moi j'en vois, mais je pense maintenant Mm. les personnes, ils en voient de plus en plus, tu vois. Donc pour les pulpos, on va dire, instrument unique, tu conseilles pas. Je conseille de s'adapter à chaque canal. Donc ça, c'est C'est-à-dire adapté. que si je prends l'exemple du réciproque. C'est un rouge. Ça doit être un 25,6 ou Euh, 25,8. Ouais, oui, ouais. 25,8. Enfin, il est bleu, mais en fait, c'est parce que c'est, tu sais, maintenant ils ont des revêtements spéciaux pour qui Oui. soient plus Non, souples. mais je veux dire, la bague, c'est rouge. Oui, ouais, oui, La la bague bague c'est rouge. rouge. Voilà. Et donc, du coup, euh, moi, je l'utiliserai dans un canal où je suis déjà passé avec une lime 20. Ok. Si je suis passé avec une Toujours lime un peu de 8, manuel avant, en fait. ah ouais, c'est essentiel. Et Ah ouais. après, tu as ces instruments. Mais le réciproque, il doit avoir des. Je n'ai pas en tête le protocole, mais il doit y avoir des limes possibles de passer avant, des limes de cathétérisme rotatif. Normalement, ouais. Voilà. Et Mais bah, c'est ça. Et ce que je dirais à l'omnipraticien, utilise ton réciproque tout le temps. Donc je te le dis à toi. Utilise ton réciproque tout le temps. Si tu vois qu'avec ta lime 8 ou 10, tu es à l'apex et que c'est bien serré, bah, tu passes les autres ok. avant. Ouais, Ok. je vois. Et là, du coup, tu vas améliorer ta pratique. Parce que les cas où c'est trop compliqué, bah, tu as juste dans ton tiroir à sortir les 2-3 limes en plus au Ouais, cas où. ouais. Et ça suffit. Ouais, je Il vois. n'y a pas besoin de plus. Et puis pareil, après, tu termines ta mise en forme avec ton réciproque. Ok. Normalement, tu es censé être à 25. Ouais. Tu prends une lime 25, tu vois qu'elle dépasse. Bah, c'est que ton diamètre il est plus grand. Ouais, ouais. Donc, il faut que tu ailles chercher quelque chose de plus large. Ouais, je vois. Tu vois. Par exemple, si tu te retrouves à 40-50, il faudrait que tu aies aussi dans ton tiroir des réciproques plus gros à prendre au cas où. Et normalement, tu amènes ton dernier réciproque à la longueur et tu prends ton cône que tu calibres. Ouais, je vois. Tu vois. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon réciproque quand je vois que ça dépasse. Ben, je coupe mon cône, en fait. Oui, voilà. Mais je Non, retravaille pas, par contre. oui, voilà. Non, mais si tu veux, on sait que respecter le périapex, ça va avoir plusieurs impacts. Ça va mieux cicatriser.
ça augmente les chances de succès, ça diminue les douleurs post-opératoires. Donc, si tu veux, c'est intéressant, c'est important même, je dirais. Tu vois, c'est avec juste un petit tips comme ça, savoir comment on réajuste, ça peut changer aussi ta pratique c'est clair. aussi pour les patients. Donc, au final, bon, mais ce que tu fais, c'est bien. Mais ça pourrait être encore mieux si on y fait encore d'un tout petit peu plus d'attention. Ouais, je vois. Tu vois, et pareil, trop contraignant, quoi. Ouais, je vois. Et le localisateur d'Apex, là, je pose des questions pour moi, mais je pense que ça intéresse tout le monde parce que l'endo, franchement, c'est quand même le nerf de la guerre et des fois, ça fait même un peu peur. T'évites l'endo des fois. Enfin, je sais que moi, quand je suis sorti de la fac, c'était limite ça, tu vois. Ça va un peu mieux maintenant, mais bon. Mais le localisateur d'Apex, des fois, j'ai l'impression ça bug un peu, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Il bip en continu, alors qu'en fait, tu sens que t'es pas du tout au bout, quoi. Et inversement. Et est-ce qu'il faut vraiment le prendre en considération? Il faut refaire une radio, etc. pour valider? T'en penses quoi, toi? En fait, si tu veux, le localisateur d'Apex, c'est l'instrument le plus précis pour déterminer une longueur de travail. Ah ouais, ok. En fait, tu détermines pas une longueur, tu détermines si tu es au foramen avec ton instrument. Ouais. Pour déterminer la longueur, après, tu règles ton instrument. Ouais. C'est important, ça, parce que du coup, ça montre à quel point il faut avoir des repères stables. Tu vois, sinon, ta longueur est pas bonne. Quand tu vas mettre en forme en plus, comme tu mets en forme quelque chose de courbe, tu redresses. Ouais, ah oui. Donc ta longueur est modifiée en permanence. Peu, ouais. Ok. Et amuse-toi de mesurer. Parce que moi, je prends, par exemple, quand je mets en forme un canal, je dois prendre 3 mesures. Ok. Tu vois, tout au long de la mise en forme. Ouais. Et dès que c'est des canaux courbes, je sais pas, des médiales d'une 6 du bas, on gagne vite 1 mm, 1 mm 5. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Donc déjà, plus tu vas utiliser ton localisateur d'Apex et plus tu vas faire des mesures tout au long de ta mise en forme, moins tu as de risques qui se plantent. Ok. Comme tout système, il a des failles. Il n'est pas parfait. Et donc, du coup, des fois, il va moins bien marcher. S'il y a trop d'irrigants dans la dent, il va des fois déconner parce que tu as l'irrigant qui va sur le crampon, etc. Voilà. Si tu n'as pas du tout d'irrigant, là aussi, on perd un peu le côté conducteur. Ouais. Donc, du coup, il faut irriguer. Moi, je le vide avec ma seringue le canal et après, je prends ma mesure. Tu respires un petit peu? Ouais, c'est ça. Comme ça, il est vide, il n'y a pas d'irrigant. Mais ça a été mouillé. Ouais. Et là, je mesure. Les parois sont mouillées, mais dedans, c'est pas rempli Exactement. d'irrigants. Ok. Exactement. Mais tout en sachant qu'il n'est pas parfait. Ouais. Mais il est meilleur que ton analyse radio. Ah, d'accord. Donc, il faut quand même bien le prendre en considération. Ah oui, clairement. Ouais, okay. Il est meilleur que ton analyse radio. Et si tu as un doute, tu vas multiplier les biais. Enfin, tu vas multiplier je dirais, je trouve pas le mot, mais tu vois, j'allais dire les roues de secours, mais tu multiplies les méthodes. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, tu prends ta longueur de travail avec ton localisateur d'Apex, tu as un doute, complète avec une radio. Au moins, tu es fixé. Ouais, je vois. Tu vois, ouais. La radio seule va pas suffire, mais pour peu qu'en plus ton diamètre il est trop gros, il est trop large, c'est pas précis. D'ailleurs, pour que ce soit précis, il faut que tu aies la lime la plus grosse qui soit bien en contact avec toutes les parois. Ouais. Tu vois, sinon tu perds en précision. Ouais. Mais ça a un deuxième avantage, c'est que ça te donne aussi ton diamètre. Et quand tu travailles, quand tu fais une endo en pensant, certes il y a la longueur de travail, mais il y a aussi le diamètre à l'apex, et c'est ça qui est important, ça change tout. Moi, des fois, je m'en fiche un petit peu de la longueur de travail, je pense surtout au diamètre. Okay. Parce que si je commence une endo, regarde, tu commences ton endo avec je sais pas, tu prends ta ligne 10, elle sort. Moi, je l'arrête, je prends une ligne 15, elle sort. Elle sort, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'apex. Ouais. À chaque fois, toi, tu fais des radios ou tu le sens? Non, avec le localisateur. Avec le localisateur, ok. Ça dépasse. Ouais. Je dis, ok, je prends la ligne 20, ça dépasse. Je prends la ligne 25, ça dépasse. Je dis, ok. Après, je prends la 30, ça dépasse. 35, ça bloque, 35. J'ai un canal infecté, ok. Ça veut dire qu'il y a des bactéries dans la dent. Ça veut dire que dans la dentine, il y a potentiellement des bactéries qui sont un peu partout, etc. Ouais. Donc, j'ai pris une ligne 35, c'est bloqué à l'apex. Mon diamètre, il est à 35. 30 et 35, ouais. Bah oui, normalement, 35, même 35, 40, parce que tu sais, comme ils sont un peu ovalaires, ils peuvent bloquer. Donc, du coup, voilà, on est à peu près ça. Je prends un 40-04, je descends, ça y est, j'ai fait une mise en forme avec un seul instrument. Ok. Mais le bon instrument adapté au canal. Ouais, je vois. Tu vois. Ouais. Et là, c'est un seul instrument. Ouais. Donc, le sujet, c'est pas de savoir si t'as un seul instrument. Le sujet, c'est de savoir si t'as le bon qui s'adapte au canal. Ouais, je vois, ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Par contre, si dans la même dent,
J'ai commencé avec une lime 8 et là, elle bloquait à l'apex. Tu vois, hyper serrée dans un canal courbe. Je vais passer des limes de cathétérisme rotatif, puis après des limes qui vont donner de la conicité, par exemple le réciproque, puis des limes de finition apicale pour nettoyer le tir apical. Okay. Donc je peux passer, si tu veux, sur une dent, dans un canal, je peux passer un instrument, puis dans une autre, je peux en passer 5, 3 ou 2. Et tu fais canal par canal ou tu fais tout dans le même? En fait, si tu veux, l'idée, c'est d'être le plus ergonomique possible. Donc non, je suis un peu fainéant aussi, j'ai envie d'en faire le moins possible. Ouais. Canal par canal, c'est un peu pénible. Ouais. Puis il faut réfléchir. J'essaye de les amener dans une progression commune. Okay. Alors, c'est facile si tu commences au même endroit. Par exemple, tu bloques toutes les deux avec les 8-0-2. Bah, après, tu vas passer tes lignes de cathétérisme ensemble. Ouais. Mais si par exemple, j'ai un canal où je bloque avec une 8-0-2, puis une autre avec le 20-0-2, je vais passer mes lignes de cathétérisme dans le canal, puis après, les deux instruments, par exemple les deux réciproques, je vais les passer ensemble. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois, tu les rattrapes en fait. Ouais, tu rattrapes, ouais. Tu rattrapes, tu irrigues. Et le plus important, même moi, je me souviens qu'au début de mon activité, j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que tu veux toujours gagner du temps. Mais le plus important, et c'est là où tu as les taux d'échec les plus élevés, c'est quand tu perds ta perméabilité apicale. Ok. Je sais plus combien, c'est 10% d'échecs par millimètre en moins. Hein. Et donc, c'est selon nos études. Parce que il faut la préserver. C'est un petit peu comme si tu maintenais le lit du fleuve, tu vois, cette espèce de lit que tu vas élargir pour amener ta solution d'irrigation. Et en fait, cette étape-là, c'est ça le plus important dans l'eau, c'est d'arriver à obtenir le lit, c'est-à-dire obtenir la perméabilité apicale, puis après d'élargir doucement, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, pour que l'irrigation, elle passe bien jusqu'au bout de la dent. Exactement. Et donc, entre chaque passage de lime, il faut que tu passes ta ligne de perméabilité. Ouais, je vois, ok. Tu as fait dépasser de 0,5 mm, une lime 10, une 8 ou une 10, et tu passes. Et là, tu vas. Tu l'actives avec ta main sur chacun des canaux. Pourquoi? Il suffit de le faire dans un bloc plexi ou même sur une dent diaphanisée, s'il y a une dent transparente. Tu vas voir que tous les débris, tous les petits bouchons, tout ce que la mise en forme a mis sur les parois, bah, ça va tous dissoudre. Mais ça, le fait de passer cette petite lime, parce que moi je le fais pas, hein, clairement, j'ai peur de l'inflammation, du flare-up après. Oui, mais plus tu le fais, et moins il y a de flare-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, tu vas pas 3 mm au-dessus, hein, tu vas juste 0,5. Non, tu fais juste un petit bout. C'est ça. Mais ça dissout tous les débris. Ça les dissout, et la solution d'irrigation est là pour les faire nettoyer et les faire remonter. Ok. Donc en fait... ça les fait remonter, ça les fait pas passer dans le... C'est ça. Dans le périapex après. Ton irrigation les fait remonter. C'est-à-dire après les faire... voilà. Mais quand tu fais ça avec ta lime, ça les dissout, ça les met en suspension. Ok. Ouais, je vois, ok. Donc plus tu fais un lavage, plus t'arroses, plus tu passes le Karcher dans ton canal, et moins tu auras tous ces trucs qui vont rester. Ok. Alors que si tu le fais pas, tu crées des bouchons, tu les tasses au niveau du tir apical, ou tu les fais sortir au niveau du foramen, et donc tu augmentes les douleurs post-opératoires par l'inflammation. Ok. Ça va? Ouais, je vois. Ouais. C'est pour ça que les instruments en rotation continue sont très intéressants, parce que le fait qu'ils tournent, et le design d'instruments, ça fait que les débris remontent. Ouais. Là où la réciprocité, puisque tu parlais du réciproque, il n'y a pas cette rotation continue, et donc ce qu'on observe, c'est que ça pousse les débris au niveau du tir apical. Ok. Donc, il y a une étude qui a été faite sur un essai clinique, avec les mêmes instruments, c'est-à-dire les protépeurs et les Wave One qui sont en réciprocité, on a eu plus de douleurs post-opératoires avec la réciprocité. Ok. Tu vois? Ouais. C'est vachement intéressant. Hyper intéressant, ouais. C'est intéressant, mais alors pourquoi on allait chercher de la réciprocité? Tout simplement pour chercher une lime, passer moins d'instruments possible, en leur donnant moins, en évitant la rotation continue, pour diminuer le risque de fatigue, de fracture à la fatigue cyclique. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux alliages qui sont hyper résistants à la fatigue cyclique, enfin résistants en tout, du coup, tu peux te permettre de... T'as moins ça. Ouais, bah, tu peux te permettre de prendre plus de risques. Ouais, je vois. Là où avant, donc, la réciprocité, on peut se poser la question de l'intérêt aujourd'hui. Maintenant, quand on est bien avec un instrument, tu vois, il faut pas changer, tu vois. Ou en tout cas, il faut se préparer au changement, c'est-à-dire faut se former sur un autre système, tu vois. Parce que moi, c'est la casse de l'instrument, je trouve, c'est ce qui fait le plus peur. Ouais. Parce que après, tu as l'explication au patient de pourquoi tu as cassé, tu dois l'envoyer et tout, tu vois. Limite, je préfère ne pas aller, ne pas forcer. Tu sais, des fois, quand tu es au bout, tu sais, tu passes à lime 8, 10, tu vois que ça va pas et tout. Limite, je préfère ne pas aller jusqu'au bout plutôt que d'avoir peur de casser, tu vois. Ouais. Mais tu auras plus d'échecs comme ça. C'est-à-dire que
la casse de l'instrument, si elle est gérée, c'est pas vraiment un problème. Ok. Euh, Ah, j'aurais plus d'échecs ouais, en forçant pas, en essayant pas d'aller au bout. ouais, c'est ça. Parce que moi, je me dis, si je vais pas au bout, c'est que, après, c'est sûrement faux, hein. Ça veut dire que c'est bloqué au bout et de toute façon, les bactéries, elles pourront pas passer. Et que, Non, parce que t'as poussé de la merde, ça fait Ah ouais. un tas de merde ouf. Mais non, du coup, non. Non, mais après, non, mais tu vois, sans vouloir te faire offense, hein, Non, on non, se non, mais de raconte toute toujours façon, l'histoire qui nous moi, intéresse. je On se parle. raconte toujours, Ouais. si tu veux, l'histoire qui nous arrange. Bah oui. Et alors qu'en fait, non, pas du tout. Si tu bloques comme ça, en fait, si tu veux, c'est là où l'intérêt de la ligne de perméabilité Ok. et surtout mettre en forme doucement, tu vois. Et surtout, ça fait gagner un temps de fou parce que tu vas pas casser, tu vas être vachement plus attentif, etc. Et Doucement, c'est tu mets un petit peu, tu retires Tirig. Tu mets un petit peu, tu retires Tirig. alors là, c'est le Doucement, moment du c'est comme ça que réciproque, tu veux dire? de réciproque. Non, moi, je dirais plus doucement en mode je prends la bonne lime. Ok. Si j'ai pris ma longueur de travail avec une 8, je vais passer des limes de cathétérisme. Et après, je passerai mon réciproque tranquille, Ok. tu vois. Ouais. Et là, tu es plus en sécurité que si tu t'arrêtes et tu dis bah je descends pas et c'est pas grave, Ouais. tu vois. Et si jamais tu casses, comment on pourrait déjà les astuces pour éviter de casser? Déjà utiliser des instruments neufs Ouais. tant que possible. Et mesurer l'utilisation des instruments. Ça évidemment c'est très important. Vérifier sur une analyse radiographique les dents dangereuses. Plus elles sont minéralisées, tu vois. Moins on voit la lumière canalaire. Ouais. C'est ça? Plus elles sont dangereuses. Ok. Plus elles sont longues et courbes, plus elles sont dangereuses. Ok. Quant à tout ça, c'est encore plus dangereux. C'est limite, ça, c'est des cas où tu peux envoyer quoi? Exactement. Exactement. C'est là où on peut en venir. Et là, du coup, tu as évité de complètement Ouais. de casser. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut penser quand tu mets un instrument dans un canal qui tourne, ok, il est soumis à deux forces. La première, il rencontre de la dentine, tu vois, comme ça, et donc il doit couper la dentine. Ouais. Mais le haut de l'instrument, il est libre. Ce qui fait qu'on ne le perçoit pas, nous. Non. Mais ça tourne plus vite en haut qu'en bas. Parce qu'en bas, il a de la force à éliminer, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le risque de fracture à la torsion. C'est-à-dire que si tu prends une pomme et que tu prends le trognon, tu tiens le trognon, tu tournes la pomme, au bout d'un moment, le trognon, il pète. Ouais, ça casse, ouais. Ça fait la même chose Ok. dans un instrument. Donc ça, plus ton canal il est minéralisé, plus tu as ce risque-là. Ok. Ouais, je vois. Ça, c'est le premier risque, la fracture à la torsion. Le deuxième risque, c'est la fracture à la fatigue cyclique. C'est-à-dire quand ça tourne, un instrument, ok, pour peu que tu sois dans un canal qui est courbe, donc plus droit, mais courbe, parce que dans un canal droit, il y a peu de risque à la fatigue cyclique. Mais par contre, il y en a beaucoup à la torsion, s'il est minéralisé. Et là, comme ton instrument il est courbe, tu vois, ta lime, elle est pliée dans la courbure. Ouais. Donc l'alliage, les molécules de nickel-titane qui sont liées, elles sont compressées à l'intérieur ouais. et à l'extérieur, elles sont tendues. Et en un tour, elles ont été comprimées, tendues. Tu vois, comprimées, tendues, comprimées, tendues. Et quand tu prends un trombone et que tu veux le péter, tu fais ça. Il se passe la même chose dans le canal. Ok. Et donc, du coup, c'est là où ça casse. Ok. Quand, au bout d'un moment, bah, ça a été trop Ouais, comprimé, vois, tendu, ok. paf, ça n'existe plus. Ok, je vois. Et des fois, tu as les deux. Et c'est là où tu t'en sors parce que tu fais un lit, c'est-à-dire que tu commences doucement avec des limes de cathétérisme. Du coup, tu élargis, du coup, il n'y a Ouais. plus de risque de fracture à la torsion. Ouais, Tu je vois vois, ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire Ouais. Et pareil dans un canal qui est courbe. Donc, plus c'est compliqué, et plus il faut se poser les bonnes questions, être en mesure de se dire est-ce que je peux le faire ou est-ce que je délègue. Ouais. Et puis, deuxième chose qui est le plus simple possible, c'est de mesurer, d'essayer de voir si les canaux se rejoignent. Si tu vois que les canaux se rejoignent, en fait, ça crée une double courbure, donc une double fatigue cyclique. Donc c'est là où ça casse. C'est que la plupart des instruments qui cassent, sur les racines médiales des molaires mandibulaires, par exemple, c'est toujours lié à la jonction des deux canaux. Ouais. Donc souvent, les patients ils viennent nous voir en disant vous vous rendez compte, il a pété un instrument. Je dis bah ouais. Je dis c'est pas très grave en même temps. On n'est pas sur un ciseau oublié par un chirurgien dans le bide. Hein. Ouais. Tu vois, c'est juste un morceau de métal coincé au fond de la dent. Ok. Le principe, c'est de voir si on peut nettoyer malgré ce petit morceau de métal. Parce que si on le laisse, bah franchement, c'est pas grave. Hein. On dit, ouais, c'est quand même un bout de métal dans la dent. Enfin bon, on en fout de partout avec les tenons. Hein, donc c'est du nickel titane. Ça, bah, d'ailleurs, on rebondira, je pense, là-dessus Ouais. après, mais pour savoir le discours quand t'as cassé aux patients. Vas-y, je te laisse. Non, mais je t'en prie. Et donc, du coup, l'idée, c'est déjà, si tu as les canaux qui se rejoignent, ça a cassé dans la jonction entre les canaux, parce que quand les canaux se rejoignent, si tu veux, tu as une contrainte supplémentaire dans la jonction entre les deux. Parce que tu as une courbure, bah, tu la vois quand tu regardes une radio, c'est-à-dire mésio-distale de la racine. Ouais. Mais du coup, comme ça se rejoint, tu as aussi une courbure vestibulo-linguale ou lingo-vestibulaire, tu vois. Et du coup, dans cette jonction-là, en plus de la courbure mésio-distale, c'est là où ça casse. Ok. Tu vois. Donc déjà, si tu essayes de voir si les canaux se rejoignent, bah, c'est vachement fort. Ouais.
t'as mis beaucoup de protection, quoi. Par exemple, tu prends une lime dans un canal, tu descends, t'as ta longueur. Tu mets une autre lime dans un autre. Si t'arrives pas à descendre, tu l'enlèves et Ouais. puis ça Et descend, que bah, ça se rejoint. ça se rejoint. Donc là, direct, t'arrêtes ta mise en forme. Tu fais ta mise en forme à longueur de travail dans la racine linguale. Par exemple, en bas, la mésiolinguale. Ouais. Et la vestibulaire, tu t'arrêtes à la jonction. Ah, ok. Et là, t'as pas de risque de casse. Ouais, ouais, je vois. Tu vois? Ouais. Donc ça veut dire t'obtures ton côté droit et après tu mets en forme. Tu obtures Et à tu la obtures longueur. après. Ouais. Non, tu t'obtures en même temps. Tu Ouais. mets en forme de manière. Ouais, tu mets en Non, forme. c'est juste la longueur de travail qui est Ouais, je vois, différente. ouais, Tu vois? j'ai compris. C'est-à-dire que le tir apical entre là où ça se rejoint, tu le mets en forme en passant que par un Ouais, seul. ouais, je vois, ok. Et après, à l'obturation, tu mets les deux cônes en même temps. Il y en a un qui descend, l'autre qui se rejoint, Ouais, qui bloque sur l'autre au niveau de ouais, je vois. la jonction, et puis tu obtures les deux en même temps. Moi, on m'avait dit pas mal à la fac, c'était que c'était dû à la cavité d'accès aussi quand ça cassait. Oui, parce que Qui était pas assez. souvent on se protège des contraintes sur la cavité d'accès, parce que quand on rentre dans un canal, plus on va augmenter la contrainte à l'instrument, et plus il y a on va le tordre en gros, Ouais. plus il y a de la fatigue cyclique. Mais c'est contre-intuitif avec le fait que maintenant on fait des toutes petites cavités d'abcès minimalistes et Ouais. tout. Hmm. Donc ça c'est très technique du coup. Ouais, si on veut être... Bah, c'est sûr que, tu vois, par exemple, tous ceux qui communiquent sur les traitements endodontiques avec les cavités ninja ou des cavités c'est très ça. petites... On voit ça sur les réseaux et tu te dis en Ouais. tant qu'omni tu te fais des cavités comme ça. Non. Mais en fait, non, faut pas faire. qu'est-ce qu'il faut C'est-à-dire faire? qu'en fait, bah non, faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu protèges d'abord ta dent. Ouais. Voilà. Donc tu Parce gardes que- ta cavité. Ce que le mec... Puis alors, moi j'en fais des fois des toutes petites cavités d'accès, parce que quand le tissu, il est là, déjà, c'est extrêmement rare. Ouais. En général, il y a une grosse carie qui fait Ouais, que tu ouais, dépulpes. ouais. Et puis quand ça arrive, évidemment, tu gardes le maximum de tissu. Puis maintenant, avec les instruments traités thermiquement, effectivement, tu peux te permettre de donner énormément de contraintes à l'instrument avant qu'il Ouais, casse. ok. Donc ça, c'est trop bien. Même si tu as réciprocité, par exemple, c'est pareil. Hein. C'est juste que du coup, c'est vachement... Déjà, on utilise aussi des instruments qui sont moins coniques qu'avant. Ouais. Avant, il fallait des protépeurs, c'était Ouais, du ouais. 8%, 9%. Maintenant, tu restes en 4%, c'est très bien. Tu vois. Et du coup... on peut se le permettre, mais il faut pas le mettre dans toutes les mains. Ouais. Faut être hyper attentif. Ils sont sous microscope, ils voient exactement ce qu'ils Ouais, font. c'est ça. Tu vois, ils rentrent l'axe parfait. Donc pour Ouais. un omni, tu conseillerais de continuer à faire des cavités où tu vois bien, enfin, pas tu vois bien, mais tu as le bon accès pour pas qu'il y ait trop de contraintes au niveau On en coronaire. revient, quoi. si tu veux, au discours et à l'importance de la limite. C'est-à-dire que l'endodontiste qui frôle avec les limites de l'endo, il faut le laisser lui chercher à Ouais, repousser la ouais. limite. Quand tu es omni, faut faire de l'endo, je pense, en sécurité. En sécurité, ouais. Ouais. C'est Ok. pas à l'omni d'aller chercher les limites. Non. Par Non, mais contre, bon. si au bout d'un moment il s'éclate à faire de l'endo, il a des résultats, etc., mais de la limite, on aura tous une limite qui est différente. Ouais. Si le mec il est omni, mais il adore l'endo, il est au taquet, il est super bien équipé, il a l'habitude, etc., bah, il peut le faire. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Mais nous, c'est notre responsabilité en tant que praticien de connaître ces limites-là. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ok. Ouais. Juste pour rebondir sur quoi on avait parlé, quand tu casses un instrument, du coup, ton discours, ce serait quoi? Est-ce que tu pourrais donner à nos confrères un petit discours d'explication aux patients pourquoi tu l'envoies Mm. parce que tu as cassé, en fait? Parce que c'est ce qui fait peur, souvent, de Ouais, dire que tu as c'est ce qui cassé. fait- Alors déjà expliquer, commencer un traitement endodontique avec un consentement éclairé en expliquant que c'est possible de casser. Ok, ah oui. Ouais, À chaque début Ouais. de... ouais, voilà. Et tu vois, voilà, on peut très bien dire à un patient, voilà, bah, écoutez, moi je dois casser un instrument tous les 2 ans, mais je vous préviens que ça peut arriver dans un traitement de Ouais, racine, ok? ouais. Après des traitements de racine, j'en fais 2-3 par jour, j'en sais rien, tu vois. Ouais, ouais. Une dizaine par semaine, c'est Ouais. jamais, mais ça peut arriver. Bon, ok. Il le sait, déjà il le sait d'emblée et il se dira moins, voilà. Ouais. Si jamais ça arrive, je sais quoi faire. Ouais. Ok. Si jamais tu casses, à ce moment-là, il faut regarder comment tu casses, où ça est cassé. Par exemple, tu as 2 canaux qui se rejoignent, tu as cassé et que tu passes dans le canal, bah te prends pas la tête. Ok. Sûr comme ça. Tu vois? Ah ouais. Ouais. Si tu casses à l'apex. Attends, on va revenir là-dessus parce que là, quand tu dis quand tu as 2 canaux, tu as cassé à l'apex? Non, tu as 2 canaux qui se rejoignent. Ouais. Tu as cassé dans la jonction, mais tu passes quand même dans l'autre. Ah oui, canal. voilà, tu es à l'apex. Ouais. Tu as obturé à l'apex. Obture comme ça. Ouais. Tu expliques au patient, voilà, il y a un instrument qui s'est cassé, on a un devoir d'information, mais c'est pas grave parce que du coup la dent elle est nickel. Ouais, Voilà. tu as désinfecté Ouais, l'apex. c'est ça. Et... Aucun problème. Aucun problème. Mais par donc, contre, si t'expliques t'as ça- pas bien désinfecté et que tu as quand même une infection, Ouais. parce que tu vois, même si jamais tu es allé au bout, tu es allé à l'apex, mais on Mm. sait jamais, tu vois.
Par contre, là, tu peux être emmerdé parce que tu as Ouais, laissé tu un peux être instrument. emmerdé, ouais, tout à fait. Mais en fait, moi, je me souviens d'un patient qui avait un instrument cassé, donc il me paye pour que je l'enlève et que je fasse son traitement, tu vois. J'arrive à le bypasser en 5-10 minutes, l'instrument. Et je me dis, bon, on va mettre en forme à côté de cet instrument, je suis assez confiant. Et puis, du coup, je termine mon endo, nickel. Et juste avant d'obturer, tu sais, je le vois bien sous le microscope. Ouais. Mais la mise en forme, elle est finie. Hein. Et je me dis, putain, est-ce que je ne mettrais pas un petit coup d'ultrason pour l'attraper et le faire sortir? Au moins, je rends une copie nickel. J'essaie de l'attraper, il tombe dans le canal et il transfixe l'apex. Ah ouais. Et là, je me dis, putain, là, ça craint. J'obture, voilà. Je m'arrête, je dis, voilà, je suis allé chercher l'instrument, mais il est tombé au bout de la racine. Et là, il sort de la racine, il est à moitié dans la racine et dans l'os. Il y a une lésion. D'accord? Donc, il me dit, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, écoutez, soit on attend et on regarde si ça cicatrise. Il y a des chances que ça cicatrise pas. Soit je vous l'enlève en passant par la voie chirurgicale. Ouais. Ok? Et donc, du coup, il m'a dit, quand j'ai expliqué ce que c'était qu'une chirando, il m'a dit, je préfère qu'on attende. Il m'a hyper sympa en plus. J'ai dit, ok. Et on a attendu, une écor provisoire. Et en fait, la lésion est complètement cicatrisée malgré cet instrument qui transfixait. Et oui, parce que c'est propre. Parce que ton instrument est stérile, parce que tu avais déjà tout désinfecté. J'avais tellement désinfecté, etc., que c'est propre. En fait, on est focus dessus, et à juste titre, parce qu'il faut le gérer, mais il faut aussi apporter un peu de nuance. Ouais. Donc je dirais, si tu casses, qu'il n'y a pas de lésion, ça dépend où tu casses. Si tu casses à l'entrée de ton canal, c'est gênant. Si tu casses à l'apex, bon. Donc des fois, on reçoit les patients, l'instrument est cassé à l'apex, on demande, je peux pas le retirer, en fait. Donc souvent, je renvoie les patients en disant, obturer comme ça, ok. S'il y a un problème, on fera une chire. Et juste de savoir ça déjà. Toi, en tant qu'omnipraticien, en disant, bon, mon traitement, il n'est pas parfait, mais il est pas mal quand même. Sur 4 canaux, il y en a 3 nickel. Il y en a juste un qui est... voilà, il y a un instrument cassé dedans. J'ai bien désinfecté. À condition que tu aies un protocole d'irrigation abouti. Hein. Ouais, ça Parce aussi. que si tu fais la moitié du travail, forcément, ça va merder. Ouais, c'est sûr. Mais avec ou sans instrument, ça va merder. Ouais. Tu vois? Et ben, tu peux très bien dire, bah voilà, en fait, c'est une racine mésiale d'une cisse du bas, c'est accessible par chirurgie endo. Bah voilà, on va surveiller. Et si un jour il y a un problème, on fera une chirurgie endo. Je l'enverrai à ce moment-là. Ouais. Tu comprends? Ouais, je vois. Donc en fait, toute cette connaissance-là, elle est importante pour faire. Donc, cette culture-là, c'est important. Et en ça, tu vois, par exemple, moi, je me suis rendu compte que les meilleurs correspondants, c'était les meilleurs en endo. Parce qu'ils connaissent bien les limites. Donc en fait, il faut continuer à se former en endo. Ouais, je pense. C'est important. Ouais, je pense. Ok. Clairement. On peut parler du coup ton organisme de formation. Moi Ouais. Nous, on n'a pas d'organisme de formation. Là, on fait des formations. Vous faites des formations. Alors, moi, si tu veux, moi, je suis vice-président de la Société française d'endodontie. Ouais. Donc, parce que j'aime bien, t'as compris que je lui devais beaucoup de choses. Ouais. Donc, j'essaye d'être présent parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, à la SFE, on fait des formations au niveau national. C'est-à-dire qu'on a 4 séminaires, une grosse formation en endo, pour une mise à jour très poussée en endo. Pas pour devenir endo exclusif, mais pour avoir un bon niveau d'endo. Très bon niveau. C'est déjà un prérequis pour commencer à rentrer dans les DU d'endo, etc. Tu vois, voilà. Et donc ça, c'est une belle formation d'endo, mais qui n'est pas à moi, qui est à la Société française d'endodontie. Ensuite, nous, au cabinet, on travaille avec Stéphane Simon, qui est, que tout le monde connaît, j'imagine, Stéphane Simon, et qui a créé une société qui s'appelle Endo Academy. Alors pourquoi on travaille avec eux? Tout simplement parce qu'en fait, Stéphane, il gère les cours, l'administratif, tout ça, et que nous, on n'a pas envie de gérer ça. Okay, et d'un autre côté, on ouvre cette formation surtout à notre réseau, à ceux avec qui on travaille, avec nos correspondants, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui adressaient le mieux, c'était ceux qui étaient le mieux formés en endo. Tu vois. Donc on fait cette formation une fois par an pour 10 praticiens, c'est tout. Donc c'est intime, quoi. Voilà, on peut échanger, toute la discussion qu'on peut avoir, on l'a quasiment avec tout le monde. Après, Baptiste, il va nous faire une formation pour nous, du coup. Et là, par contre, elle est vraiment très, très complète. Ah bah super. Et moi, je lui avais demandé, du coup, d'axer sur les omnipraticiens, comment adresser, pourquoi adresser. Tu vois, tester juste un truc tout bête, mais faire un petit sondage avant d'adresser ou un code BIM, enfin, tu vois. Donc ça, c'est de la formation en ligne. Ouais, c'est ça. Donc c'est la formation 100% de théorie. Ouais, tout à fait. Pour redonner des bases à des praticiens, tu vois, comme tu disais que c'était important de continuer à se former pour voir des choses comme ça, tu vois. Ah, mais c'est essentiel. Et du coup, ça peut être intéressant pour des praticiens qui nous écoutent d'aller voir cette formation, quoi. Ah, bah clairement. Comme ça, on
on reprend des bases, quoi. Sauf que Baptiste, c'est mon associé, Ouais. donc il va super bien le faire. C'est sûr, j'en doute pas. Ouais, c'est sûr. On va nickel. Et pour revenir du coup sur l'instrument cassé et tout, au niveau aussi, ça c'est plus au niveau du coût. Comment t'expliques au patient est-ce que tu lui dis je vais prendre une partie en charge? Est-ce que tu lui dis, enfin, est-ce que tu parles d'argent avec lui quand, enfin, Alors, est-ce que tu bon, aurais des déjà, conseils sur ça par rapport à. ouais, bon, déjà, il y a la communication avec le patient, parce qu'on peut répondre aussi à. Donc, tu as compris qu'on peut bien réfléchir en fonction de la situation et le Ouais, rassurer déjà. ouais, Ensuite, il faut aussi être capable de s'assurer qu'il soit capable de tout comprendre. Ça peut paraître bête. On a un devoir de transparence, il n'y a pas de sujet là-dessus. ouais, Hein. C'est ouais. pas ce que je remets en cause. Hein. Mais, tu vois, il y a un petit récit qui s'appelle Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, elle est philosophe et psychanalyse à la Pitié-Salpêtrière, où elle soigne des soignants. Ouais, Elle accompagne des soignants. ok. Tu vois. Et elle t'explique qu'en fait, elle soulève la question, est-ce qu'on peut tout dire tout le temps à tous les patients, à tout le monde, en médecine, par exemple. Okay, et on peut très bien l'appliquer en dentaire. Ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'assurer à ce que la personne soit bien capable de l'entendre. Okay, Mm, quand tu as quelqu'un, je dirais, d'évidemment classique, cérébré, normal, tout va bien, rationnel, qui comprend que tout n'est pas idéalisé et que des fois il peut y avoir des imprévus, il n'y a pas de problème, il faut lui expliquer. Tu vois, ça, ouais, j'en suis sûr. ouais, T'as un mec agressif qui va te péter la gueule. Je pense qu'il faut, t'es pas obligé de lui dire. Enfin, tu vois, tu ouais, peux trouver une ouais, nuance, faut pas non plus tenter le diable. Et mettons, tu lui as expliqué, t'as bien veillé à ça. Je crois que la solution la plus simple, c'est tout simplement de faire marcher sa RCP. ok. C'est de dire, bah voilà, en fait, Et la RCP, elle marche pour ça? ouais, complètement. Ah ouais? Ah, complètement. C'est-à-dire que nous, Ah souvent, ouais, les praticiens ça nous c'est envoient les bon à patients. savoir. Bah oui, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Non, c'est clair. Non, tu payes pour ça. Ça va t'arriver une fois. Mais si tu le fais marcher, enfin, après on casse pas souvent, tu vois, on va dire on casse 3-4 fois par an peut-être à l'arrière. Si tu fais marcher 3-4 fois par an ta RCP, après ça, elle va pas te dire oh, Ouais, mais calme-toi, après, bonhomme. de toute façon, tu es obligé d'être assuré. Hein. Oui, oui, t'es obligé d'être Hein, rassuré. personne va t'interdire Non, d'exercer non, parce que non. t'as pas Non, 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 d'assurance. non, c'est clair. Donc, du coup, je sais pas, j'ai jamais eu ce cas-là. Non, bon, bah, Franchement, on n'en arrive jamais là. non, 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 jamais là. Mais Ouais, bon, hein, bon, ok, bah, de toute façon, ouais. pour toi, faut faire marcher sa RCP du coup. Bah, je pense que c'est plus simple. Ouais, Ça montre un professionnalisme ouais, nickel. Nous, souvent, les praticiens nous disent bah, en fait, je te règle en direct et tu fais l'endo. C'est illégal. On n'a pas le ouais, droit d'être ouais, payé pour faire un acte. Voilà, donc, il faut que ce soit le patient qui nous paye. ouais, ok, Alors après, on attend que la RCP le rembourse, tu vois. ouais. Et à ce moment-là, on encaisse le chèque à ce moment-là. Mais Ah, t'as pas le droit de faire de facture. Parce pas que pour des actes médicaux. ok, parce que moi, c'est ce que je dis à mon endo, Mm. mais il dit Ouais. toujours je te l'offre. Ouais. Tu vois, c'est quand c'est la famille, souvent. Quand c'est la famille, t'as un Bah, souci t'as avec des une chances, ouais. dent Ouais. et... grave. Et je lui dis, bah vas-y, tu fais nous la règle au cabinet, tu vois, c'est normal. Il fait, Ouais. non, non, c'est bon, je te l'offre. À mon Ouais. avis, il m'a même pas dit que c'était même pas faisable, en fait. Bah, ouais. Je savais même pas. Ouais, si, c'est Ok, pas légal. ok, c'est pas légal, ok. Ouais, Donc du coup, ouais, plutôt RCP et adapter son discours, du coup. ouais, c'est ça. C'est vrai que Mm. moi, il y a des fois, il y a des patients chauds, comme tu dis. Bah, je l'ai pas dit, clairement. Ouais, non, Franchement, mais faut être. alors que je pense pas avoir peur de dire des choses, mais des fois, quand c'est un peu chaud de base, t'as pas envie de te prendre la tête, tu le dis pas, tu dis j'envoie chez l'endo exclu, et où l'endo exclu, souvent, il règle le problème, mais en fait, Mm. personne Ouais. n'en a entendu parler, au final. Mais bien sûr. Tu Non, vois. mais ça peut être aussi un bon moyen de le faire. Ouais, Faut bien prévenir l'endo exclu, quoi. ouais, oui, oui, non, Ouais. mais c'est clair. Ouais, c'est clair, parce que s'il dit, ah, mais je vais vous enlever l'instrument cassé, et en Ouais. fait, t'as pas fait Mais attention. en fait, Ouais, si tu veux, l'instrument cassé, c'est tellement. Pour moi, c'est tellement anecdotique. Parce ouais, que mais non, mais pour toi, mais pour Ouais, moi, enfin, et les omnis, c'est vraiment, je pense, la bête noire de l'endo. ouais, je comprends. Parce que, en fait, pas parce que l'instrument en soit cassé et que la dent n'est pas infectée. Parce qu'en fait, si on t'attaque, on t'aura plus de problèmes parce qu'il y a un instrument cassé que si t'es pas allé au bout et qu'il y a une pêche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et en fait, c'est ça, je pense, dans la tête des gens qui fait peur. Mm. C'est pas la pêche en soi, parce qu'en fait, si tu vas pas au bout, tu vois, Ouais. il y a 10-15 ans, en fait, ils allaient quasiment jamais au bout et en fait, on les attaquait pas tout le temps pour ça, tu vois. Ouais, c'est l'acte iatrogène, en fait. C'est ça. Ouais, parce que même les traitements d'eau nickel, il y a des pêches. Bah voilà, Mm. tu vois. Mais par contre, Euh, si on t'attaque pour ça, on te dira pas, bah t'es pas allé au bout, il y a une pêche, tu non. payes. Moi, je me souviens d'un étudiant, quand j'étais à la fac, qui avait cassé un instrument. Il était dépité. Il y avait un prof qui lui a dit on en a fait redoubler pour moins que ça, c'est une énorme faute. Ah ouais. Donc, le mec, il était vraiment en pleurs. Et
Et j'étais allé boire un café avec lui. Je lui ai dit, attends, viens voir. J'ai dit, mec, c'est pas grave. Tu sais, c'est exactement comme si on reprochait à un taxi de crever un pneu. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est ce que je dis souvent aux patients, en Ah, fait. ça, c'est une bonne image, Ouais. ouais. J'ai dit, bah oui, le mec qui veut jamais avoir d'accident de bagnole, il prend pas sa bagnole. Ouais. Si je veux pas casser l'instrument, je fais pas d'endo. Ça fait partie du job. En Ouais, fait. ouais. Et effectivement, là, je crois que la société, au sens global, les patients, les assureurs, tout le monde, doit un peu se détendre là-dessus. Parce que, Ouais, certes, faut pas être des bourrins et machin, mais voilà. ouais. Ouais. Au final, il y a tellement moyen de gérer. Ouais, c'est ça le truc. Entre C'est la ça qu'il faut dépose, savoir. la chirurgie endo, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, il faut détendre déjà le truc, un Ouais. peu. Ouais, je crois. En fait, maintenant, c'est même plus un sujet limite Ah non, international. pour nous, c'est Enfin, pas un pour vous, en sujet. tout cas. Ouais, pour nous, c'est clairement pas un sujet. Ouais. C'est pour ça que tu m'en parles et du coup, je me dis, mais en fait, il faut que je me comprenne que pour les autres, c'est un sujet. Parce que pour nous, c'est clairement pas un sujet. Ouais. Mais Un pour nous, instrument en tant cassé, qu'omni, ouais. c'est clairement. Mais comme je te disais, pas forcément pour le côté cassé, pour le côté tout ce qu'il peut avoir derrière comme Ouais, souci, bien sûr, bien sûr. parce que t'as cassé. Ah oui, Machin. c'est visible. C'est ça. Ouais. On dirait que t'as fait une énorme connerie. Ouais. Mm. Ça et la perfo. Et Ouais, la perfo. Alors ça, je pense que ça arrive quand même moins si tu fais pas le bourrin. ouais, Mais parfois, tu vois, ça peut arriver. Et la perfo aussi, je pense, c'est un ouais. peu ce qu'on a peur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que les aides visuelles sont très intéressantes. Ouais, ouais, c'est clair. Donc juste pour finir un petit peu, 2-3 petites questions sur le côté technique. Au niveau, moi surtout au début de mes endos, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était qu'après, souvent les patients, ils avaient mal. Mm. Et c'est aussi pour ça, du coup, je me disais, bah, j'ai essayé de garder un max là-dedans vivant parce que j'arrive pas trop à gérer ce côté-là. Mm. Donc j'ai changé pas mal mes protocoles, les ciments, l'irrigation et tout, mais est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que tu peux donner des petits tips? C'est vrai que, tu vois, quand j'ai commencé à moi à faire de l'endo, souvent les correspondants me disaient, mais ils ont vachement mal après. Ouais. Et j'avais des patients qui avaient super mal. Bon, il a fallu comprendre que les douleurs post-opératoires, dans les cas les plus importantes, s'appellent des flare-up. C'est décrit dans la littérature. Ça arrive à peu près 8, en fonction des études, 8-10%. En gros, une endo sur 15-20. Ok. Il y a des douleurs post-opératoires qui peuvent être importantes. Ouais. La douleur post-opératoire, ça a été un sujet de thèse, je crois, de Baptiste. On peut la prévenir un maximum. Alors comment? La première des choses, c'est déjà se dire que l'inflammation post-opératoire, elle est normale. Ok. Okay, il y a des bactéries, il y a un kyste, c'est une inflammation chronique. Okay, l'inflammation chronique, elle s'installe avec une présentation d'antigènes qui est toujours la même et du coup une réponse adaptée de l'organisme. Quand on modifie l'équilibre, par exemple quand on fait un traitement endodontique, on pousse plein de débris, on pousse plein de bactéries, c'est indispensable pour faire une belle endo. Donc ça cicatrise, ouais. Il y a une autre nouvelle présentation de l'antigène et donc on passe à une phase aiguë avec un recrutement des macrophages, etc. Réaction inflammatoire. Ouais. Okay, tout ça, c'est modifié. Il y a des terrains aussi, on le sait. Les patients fatigués, stressés, de toute façon, dès que tu leur parles et qu'ils disent, moi, dès qu'on fait un truc, c'est pour moi, les problèmes. Bah là, il faut l'anticiper aussi. Ok. Okay, ah, faut écouter ça aussi. Ouais, c'est pas juste le patient qui dit ça. Ouais, ça, c'est important. Clairement. Plus la lésion est grosse, plus aussi il y a ce problème-là. Ok. Quand j'ai un patient qui vient me voir alors qu'il a une lésion chronique, il me dit mais je sais pas pourquoi mon dentiste m'envoie, j'ai pas mal du tout. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Une énorme lésion sur la radio. C'est objectif, c'est pas moi qui l'invente. Regardez, elle est là. Ce qui peut être déroutant, c'est que je vais vous soigner, tu vois. Ça me fait penser, là je fais une digression, mais je vais vous soigner ou je vais vous guérir. C'est hyper intéressant parce que du coup, le soin, c'est prendre soin de quelqu'un. La guérison, c'est le corps qui va l'avoir. Ouais. Tu vois, je vois la différence. Donc, je vais vous soigner. Je prends soin de votre dent, je la nettoie. Ensuite, ça va réagir. Et ça peut être déroutant parce qu'on va dire, mais en fait, j'avais pas mal. Maintenant, je suis allé me faire soigner, j'ai mal. C'est ça. Ouais, exactement. Quand je soigne un patient, il me dit, mais j'avais pas mal. Et là, j'ai mal. Qu'est-ce que vous m'avez fait c'est ça. C'est là où on va anticiper. En fait, quand tu le dis avant, il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire que pendant la consultation, c'est déjà dit. Ouais. Donc, premier truc, avant de faire l'endo, on ne saute pas sur un patient pour faire l'endo. Il faut déjà, j'explique le protocole de l'endo. Je ne te parle pas de la pulpite qui vient en urgence. Hein. Tu fermes. Ouais. Après, il faut faire un traitement endodontique. Attention, voilà. Ça veut dire qu'on va anticiper avec une prescription avant le soin. Tu vois? Ah, ok. Ouais, par exemple, sur l'ordonnance, c'est marqué prendre un Doliprane
1 heure avant le soin, et puis après, pendant 3 jours, matin, midi et soir, Ouais, ok. pour prévenir la douleur. Puis je leur dis, voilà, avec ça, on fait de la prévention de la douleur. Ouais, Tout le problème lié à la prévention, c'est-à-dire qu'on fait les choses avant qu'il y ait un ouais, problème. ouais. D'accord? Donc, et les gens, souvent, ils me disent, mais je prends pas de médicaments, j'en prends très peu. Oui, mais là, c'est pour la prévenir, justement. Ouais. Donc, si vous avez pas mal, c'est parce que vous prenez du Doliprane, etc. Ok? Et juste, tu mets Doliprane, mais comme c'est une inflammation, tu Ouais. pourras pas mettre des anti-inflammatoires? Bah, en fait, si tu veux, cette Ou, inflammation, elle est nécessaire. Je cherche pas à l'empêcher. Ouais, Je ok. cherche juste à dire au cerveau, tout va bien. Ok. Donc, C'est c'est normal. des antidouleurs qu'il faut et pas des Ouais, anti-inflammatoires. exactement. D'accord. Et à dire au cerveau, voilà, on éteint le signal d'alarme. Ouais. Et parfois, si c'est trop douloureux, on va associer de l'ibuprofène en alternance avec Ouais. le Doliprane. Ok. Et si c'est vraiment trop douloureux, et si on a des signes généraux associés, ça gonfle, la fièvre Antibio. ou quoi, antibio direct. Ok. Mais le patient, il le sait d'emblée. Il le sait parce qu'on lui a expliqué à la consulte, et il le sait parce qu'il s'est expliqué dans le consentement Ouais, éclairé, ok. et il sait quoi faire. Ok. C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'en fait, les patients, c'est étudié, ça aussi, dans des revues de la littérature qui sont hyper intéressantes. Une sur l'endodontie et comment on réfère avec les prates, et une sur le monde médical et les actes médicaux. Mhm. En fait, le patient, il veut savoir combien de temps ça dure, le nombre de séances, etc. Évidemment, le coût. Si ça fait mal pendant le soin, donc là, aujourd'hui, avec des anesthésies, tu vois, avant, Mhm. je faisais même pas de tronculaire. Maintenant, je fais 2 tronculaires pour une molaire du bas, 2 injections, et t'es tranquille. Ouais. Et Tu fais pas Quick Slipper? Non. Parce que Parce que j'ai l'habitude de faire les tronculaires qui Ok. sont très efficaces. Donc, je suis content. Tu vois. Et donc, du coup, c'est un confort énorme pendant l'intervention. Je te dis ça parce que le patient double tronculaire, je pense, pendant 5 heures, il est comme ça, quoi. Ouais, mais il a C'est surtout zéro pour ça. douleur. Ouais, c'est ça. Et tu peux bosser 2 heures sans vraiment qu'il sente rien. Alors, des fois, ils disent c'est un peu long, mais franchement, j'ai rien senti. Et ça, c'est cool. Ouais. Oui, c'est vrai que vos actes, ils sont longs. Ouais. Parce que l'atra osseux, ça dure une demi-heure, l'anesthésie. Ouais. Par contre, après, pareil, ils sont rien. Mais bon, Ouais, c'est non, pas mais pareil. ouais, c'est ça. Je te parle pour l'omni. Ouais, non, mais tout à fait. Non, mais moi, je suis passé sur un omni qui m'a fait une anesthésie. Je me suis dit, putain, il met qu'une demi-carpule et tout. J'ai rien senti. J'ai trouvé ça trop bien. Mais en même temps, l'acte, il a duré une demi-heure. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. C'est pas pareil, ouais. Donc, du coup, voilà, ça fait la diff. Donc, la douleur pendant le soin, donc la douleur péropératoire, c'est très important de les rassurer. Et la douleur post-opératoire. Ouais. C'est pas le problème s'il y en a. Ce qu'ils veulent, c'est se dire que tout est normal. Ouais. Moi, le premier truc que je leur dis, c'est que attention, c'est pas parce que ça fait mal que c'est un échec. Tout va bien, la dent est nickel, mais voilà, ça réagit. Et après, tu arrives à détecter, quoi. Voilà, plus le patient est fatigué, stressé, plus le patient est tendu, et plus ça réagit. Ouais. C'est-à-dire que souvent, moi souvent, maintenant, je m'amuse à dire à mon assistante, ah, lui va avoir mal. Ah ouais. T'arrives à les cerner un peu plus. Ouais, un peu plus, ouais. Et est-ce que tu as un discours un peu préconçu pour leur dire que après ça va faire mal et que leur expliquer, mais facilement avec des mots de patient, parce que des fois, on a tendance à être un peu médical. Est-ce que toi, tu as des mots simples pour leur dire? Moi, je leur dis, par exemple, imaginez, vous aviez une entorse avec un pied qui déviait à droite, je vous ai remis droit, et maintenant, il faut marcher dessus. Ouais. Ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Faut attendre un peu. Et c'est normal. Ouais. Et ils me disent, mais alors souvent, je peux manger sur ma dent? Je dis, oui, mais ça va faire mal. Mais en même temps, faut l'utiliser, donc c'est pas grave. Ok? Et Doliprane, ibuprofène s'il y a besoin, et antibio. Ouais, c'est une bonne image, l'entorse. Ok. Ouais, ça. Et pareil, autre petit tips, tu vois, quand tu vois une panneau et que tu as des abcès comme ça et que le mec il dit j'ai jamais eu mal et tu lui expliques que tu as une infection et tu dis, en plus de ça, tu dis, en plus ça m'est arrivé avant-hier, il vient pour un bilan, tu as une infection et en plus tu dois aller voir le spé. Et là, expliquer tout ça, tu vois, tu te dis, c'est un gros job. C'est ce que je redoute le plus, parce que le mec, il se dit tout va bien, j'ai pas mal. Mais c'est là où la communication, le discours qu'on va donner pour adresser, c'est essentiel. Ouais. Déjà, moi, j'ai dit, oui, mais là, on fait de la prévention. Et c'est notre job à nous. Vous nous en voudriez si je fais pas de la prévention avec vous. Ouais. Si je vois des infections et que je vous le dis pas, qu'un jour vous allez faire une infection, vous allez m'en vouloir. Donc non, faut que je vous le dise. Vous avez une infection, il faut la soigner. Aujourd'hui, c'est équilibré, ça se passe bien, mais je sais pas ce qui va se passer demain. Ouais, ok. C'est le job de faire de la prévention. Et souvent, je leur dis, si la prévention avait été autant écoutée sur le changement climatique, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est les années 80 les premiers qui ont dit attention, il va faire chaud. Donc, clairement. Donc c'est vrai qu'en fait, le problème avec la prévention, surtout quand il y a un coût, surtout quand c'est contraignant de se faire soigner et qu'on n'a pas envie,
bah, on n'a pas envie de faire le soin. Mais c'est surtout ça, le vrai sujet. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, pas c'est qu'ils surtout remettent ça. en cause ce que tu dis, c'est juste j'ai pas envie de faire le soin. C'est surtout ça le vrai sujet. Ça, et aussi, comme je te dis, tu vois, il dit... ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Il dit, mais j'ai pas de douleur. Comment ça se fait que j'ai une infection? Hmm. Tu vois, et comment tu expliques ça? Moi j'ai mon discours. Je sais pas s'il est bon, mais toi, Ouais. si tu as un discours Bah, à moi, si leur tu veux, donner. je dis, bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend de la virulence des bactéries, ça dépend de l'organisme. Vous avez un organisme qui s'adapte, et votre organisme, il fait un trou autour de la dent. Il fait un trou pourquoi? Pour pas que les bactéries rentrent dans votre corps. Et si vous étiez un homme de Cro-Magnon, je dirais, qui vivait 80 ans, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'os autour de la dent pour qu'elle tombe. Ah ouais, ok. Donc c'est pour ça qu'on sent rien, Ok, ok. en gros. Ouais, c'est un beau discours. Ouais. Voilà. Ok, parfait. Ça te va? Ouais, nickel, nickel. Moi, je suis plus en mode, ouais, c'est équilibré, votre corps, il lutte contre ça, mais Ouais. si vous êtes fatigué, ça va déséquilibrer tout, vous allez avoir mal. La fatigue, un changement, ou plein de trucs. Ouais, ouais. Des fois, c'est même pas la fatigue. Souvent, si tu veux, on sait que le stress peut être aussi stimulant sur Le les stress, défenses immunitaires. ouais. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est tendu toute l'année, en fait, ça va tenir tout ça, et puis dès qu'il part en vacances, pouf, il fait un abcès. Ah ouais. Ça, on le voit souvent, quoi. Parce qu'ils ont pourri leurs vacances, parce que du coup... Ouais, tu sais que ouais. je pensais même pas que c'était ça, je dis que c'est la chaleur. Oui, Parce que- c'est possible aussi, oui, Parce bien que sûr. quand tu pars en vacances, souvent c'est chaud. Bien sûr, ouais, En c'est ce moment, possible. surtout, on a Mm. plein d'infections. Je dis, bah, c'est parce que c'est la chaleur, ça fait flamber les infections. C'est complètement possible C'est aussi. possible Moi, aussi. je sais pas, il faudrait étudier Non, ça. moi non plus, je sais pas, mais c'est mon discours à moi parce mais que ouais, bah, nous, je sais pas quoi dire. on a plus d'inflammation post-opératoire en chirurgie quand il fait chaud. Hein. Ouais, Ça y a ouais, pas de donc, sujet. Hein. ouais. Bien sûr De que toute façon, c'est pour ça aussi qu'on leur dit de mettre une poche de froid. Bah, complètement. Parce que c'est anti-inflammatoire, parce Bah, bien que tout sûr. ça, ouais. Ok. Non, complètement. Ok, ok. Et après, on va juste finir sur ça. Est-ce que tu pourrais donner 2-3 tips pour quand t'adresses, comment t'adresses vous, je sais que vous avez déjà un protocole tout fait pour Mm. vous adresser, mais il n'y a pas forcément tous les endos qui ont ça. Et Mm. pas adresser n'importe comment, tu vois, ou Alors ça, c'est essentiel. Si tu quelles veux. sont les limites aussi Parce qu'on que peut- moi, des fois, j'avais reçu des courriers. Il y avait une panneau et rien d'écrit. Ouais. Tu vois, mais... Ah ouais, oui, là, on est quand Alors, même... il faut un travail collectif, collaboratif. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, il suffit de taper sur PubMed, protocole pour échange entre professionnels de santé, et tu vas te rendre compte que tout est déjà écrit. Ok. Voilà. Ce qu'il faut, c'est très simple, c'est qu'il faut protocoliser la fiche d'adressage. L'adressage. Ouais. Il faut que ce soit un formulaire standardisé. On n'est plus à l'époque de la lettre, cher confrère. Il faut qu'il y ait les choses les plus importantes. Donc, c'est-à-dire déjà, savoir si le patient, savoir si son état de santé général nécessite une précaution, je sais pas, un diabète non équilibré, une endocardite infectieuse, etc. Ou voire même un état de stress, comme un patient anxieux, etc. Parce que celui-là, on va avoir une démarche qui est différente, on va y accorder plus d'attention. Ouais. Ok. Ensuite, techniquement, selon toi, c'est un traitement initial, un retraitement, etc. Ça, on a besoin de savoir. Ça va nous permettre aussi de savoir ce que toi, tu attends. Ouais. Tu vois, ou une chirando. Par exemple, si moi, je dis, bah, en fait, je vais faire un retraitement. Ouais, mais attends, je viens de poser la couronne. Tu aurais pu faire une chirando. Si tu me le dis pas, tu déposes. Bah, par exemple. Ouais. Voilà. Et puis surtout, ce que tu veux faire après aussi. J'ai prévu de refaire une nouvelle couronne. Voilà. L'étanchéité coronaire, qui est un des sujets les plus... On pourra en parler si tu veux après. Ouais, on va en parler. Parce que la planification de l'endodontie et de la resto derrière, c'est beaucoup plus efficace, par exemple. Enfin, c'est le facteur le plus efficace. Ouais. L'étanchéité, tu veux dire, c'est le facteur le plus efficace. Ouais. Donc, savoir, si tu veux, nous, on est sous digue, on fait le traitement endo. S'il y a assez de parois pour coller, on se dit, bah, on va coller tout de suite. Ouais. Ça, c'est fait. Toi, tu récupères la dent avec le collage, tu retailles, tu fais ta couronne. Tu vois. Mais si tu veux pas, parce que tu veux faire un illécor pour plein de raisons qui sont les tiennes, on va pas le faire. Il faut nous le dire. Ouais. Tu vois. Et tout ça est standardisé. Et il faut l'envoyer une fiche standardisée. C'est encore mieux avec une radio. Parce que c'est même nécessaire. Nous, une rétro. Une rétro, ouais. Pas une panneau. Ouais, effectivement. Les panneaux, ça peut passer pour certaines molaires, ça donne une bonne vision. Mais c'est quand même pour les dents du haut, c'est impossible. Ouais. Donc évidemment, en fait, la rétro, c'est franchement nickel. Ouais. Parce que du coup, et pas de coupe de scan, surtout pas. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les coupes de scan, alors ça, le monde de l'endodontie, tout le monde est d'accord. Hein. Sur les coupes de scan, en fait, on voit pas les obstacles qu'on doit mener. Okay. C'est-à-dire que on va avoir une lésion sur telle racine, mais nous, on s'en fout, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on doit éliminer dans le canal. Est-ce qu'il y a de la gutta, est-ce qu'il y a une butée, est-ce qu'il y a des instruments cassés, etc., etc. Qu'il y a lésion ou pas de lésion, franchement, ça change rien pour nous, ou la taille de la lésion. Et puis après, on a des cone beams
des petits champs, en général, qui sont très précis. Donc, souvent, les omnipraticiens ont des codes mimes, des grands champs, qui sont super pour l'implanto et tout le reste, mais pour nous, manque de précision. Donc, en gros, franchement, les questionnaires standardisés, ça, c'est le plus important. Standardisé, avec des rétro-alvéolaires. Si tu envoies ça comme ça à ton endo, ouais, c'est ça. Et surtout, standardiser ça pour améliorer les choses. Ouais. Tu vois, partir de quelque chose et d'améliorer et d'être dans l'échange avec le praticien et de savoir si est-ce que ça te convient, ce qu'on envoie, etc., etc. Parce que moi, des fois, j'ai des correspondants qui me disent non, mais je refuse de remplir cette fiche, je fais de travail de diagnostic à votre place. Alors, bah non, en fait, tu gagnes du temps, tu nous en fais gagner, tu en fais gagner aux patients, tout le monde est plus efficace. Donc du coup, ou ceux qui me disent non mais je veux pas faire une rétro, c'est à vous de la faire. Bah ok. Bah, la rétro, c'est ok, pas de problème, tu vois, mais t'as une liste d'attente comme ça pour tes patients, je peux pas planifier de soins, donc il va attendre une consulte, quoi. C'est tellement dommage. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, voilà. Donc standardiser à fond, mettre les bonnes infos, l'état du patient, ce que tu comptes faire après, ça c'est important, et la rétro, quoi. Ok. Voilà. Et ouais, juste pour reparler de l'étanchéité coronaire, parce que c'est vrai que nous, notre endo, il nous laisse faire l'étanchéité coronaire, parce que il se dit que soit on fait une écor, en fait, il cherche même pas à savoir ce qu'on va faire après, tu vois. Il nous dit de faire, et du coup, le patient, notre protocole, c'est ça, le patient rappelle, et là, c'est moi qui fais la RMPP. Mais souvent, je suis obligé d'enlever l'IRM, le bordel et tout. Donc du coup, pour toi, si tu peux, tu fais directement la RMPP après ton... Ça fait gagner une sécurité et un temps malade. Et moi, ça m'en rend pas beaucoup plus. Non. Puisque tout est... Tu vois, on a tout anticipé. T'es déjà sous digue et tout, donc c'est assez facile. Le continuum endoprothétique, c'est le facteur le plus important. Ouais. Tu vois. Je me souviens d'une étude qui est vieille, hein, c'est une étude in vitro, hein, mais ils ont pris des dents, et puis c'était pour montrer l'importance d'éliminer la boue dentinaire quand tu mettais en forme, tu vois. Ils prenaient des canaux, ils irriguaient avec de l'EDTA et sans EDTA, ils obturaient à chaud, donc hyper étanche, et ils mettaient des bactéries à l'entrée du canal, et puis ils regardaient en combien de temps elles étaient à l'apex. Ouais. Avec de l'EDTA, donc c'est-à-dire sans boue dentinaire, si tu veux, tu avais 30% des canaux qui étaient à l'apex en 15 jours, et quand tu laissais la boue dentinaire, c'était 70%. Ah ouais. À l'apex en 15 jours. Avec la même obturation. Même, vraiment à chaud. Ouais, c'est ça. Nickel. Donc c'est vraiment lié à l'élimination de la boue dentinaire. Avec une goutte de salive et une flore bactérienne dedans. Ok ? Une goutte. Hein. Ouais. Tu vois ? Quand tu prends une empreinte dans ta bouche et que ta goutte, en fait, dans ta dent, elle y est 10 fois. Bah oui. Voilà. Donc, si tu veux, cette étape-là, elle est essentielle. Évidemment, tu ensemences des bactéries. Ça va se coloniser 2 fois plus vite si tu as laissé de la boue dentinaire. Si tu n'en as pas, ça te prendra 2 fois plus de temps, mais ça va quand même se contaminer. Ouais. Ok ? Donc, plus tu vas faire des actes rapides et une étanchéité rapide, et mieux ce sera. Ouais. Il n'y a pas photo. Donc en fait, limite, l'étanchéité, c'est ce qui est le plus important plutôt que d'enlever la boue dentinaire, parce que si tu bloques au début... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on fasse des choix comme ça. Non, il faut tout faire bien nickel. Il faut tout faire bien nickel, je sais. Voilà, je suis d'accord. Mais effectivement, si tu veux, moi, je suis omnipraticien. Je n'ai pas envie de trop me prendre la tête avec l'endo. Tu auras plus de résultats en planifiant ta restauration le jour de ton endo. Ouais, c'est ça. Plutôt qu'en essayant d'aller chercher des protocoles d'endo. Tu comprends ? Ouais, je comprends. De toute façon, maintenant, ça, je pense... ça. Ouais. Avec le collage, tout ce qu'on voit et tout. Enfin, nous, de toute façon, avec Oriane, on fait plus de d'inécor. Hein. Ouais. Ouais, non, jamais. Alors, ouais, voilà, mais entre le collage et l'inécor, si tu veux, là, pour le coup, par exemple, un ancien, je prends les anciens parce que c'est des techniques anciennes, qui fait des très bons inlécors, bien ajustés, bien adaptés, dans de bonnes conditions, etc., aura les mêmes taux de succès qu'un mec qui fait des très beaux collages. Ok. Il faut que ce soit la technique, parce que nous montre la littérature, c'est qu'en gros, si le praticien sait bien faire ce qu'il fait, ça marche plutôt bien. D'accord. Mais aujourd'hui, si on parle des résistances mécaniques, etc., et de l'étanchéité du collage, je pense que le collage est meilleur. Ouais. Mais avant qu'on démontre cliniquement quelque chose par de la science, je suis pas sûr qu'on y arrive. Ce delta-là, peut-être que le corps l'absorbe, tu vois. Mais effectivement, c'est mieux, évidemment. C'est plus pour la simplicité qu'on fait ça. C'est parce que tu as fait ton endo, tu finis, et en plus, ce qui est trop bien, c'est que tu tailles ta dent et tu as une belle empreinte.
Ouais, Parce clairement. que souvent, les empreintes d'Inlay-Core, c'est pas parfait. Ouais, clairement. Tu vois, là, tu fais ta belle empreinte avec la caméra optique, t'es nickel, quoi. Ouais. C'est juste pour ça, quoi. C'est facile. Ouais, c'est facile en C'est plus. tellement facile. Moi, j'ai des praticiens à C'est Lyon, clair. là, les mecs, ils font de la belle endo, hein. Après, ils m'adressent quand c'est trop compliqué, mais ouais, les gars, ils font endo, collage, empreinte optique, Ouais, Cérec, enfin voilà, je sais pas trop. Puis le ouais, soir, ils posent leur couronne. ouais. Ils font 2-3 patients dans la journée, puis ça y est. Ouais, c'est ça. Et en Ouais, fait, du coup, ça bosse super bien. ouais, ça bosse bien. Et puis ça Ouais, tient dans le temps, quoi. ouais, et c'est rentable. Ouais, c'est ça. Et c'est Ouais, c'est rentable, clair. surtout. Ouais, Plus tu fais tout. En fait, ce qui coûte cher, j'ai lu un bouquin qui, je sais plus comment il s'appelle, l'organisation cabinet dentaire, je sais plus, Parésia, je crois, c'est l'édition, hmm, qui montre très bien cette pyramide de rentabilité. En fait, le groupement des actes, faire tout en un coup, ouais, ouais, c'est là où tu es le plus rentable. ouais, c'est clair. Donc tes endos, ta resto, et puis après, ta Ouais, prothèse, c'est quoi. clair. Ouais, c'est sûr. Bah, après, il faut se former pour ça, quoi. Parce que. Ouais. Faut bouger, ouais, faut Ouais, c'est apprendre. ça. Ça, faut. Ouais, effectivement. Ok, bon bah parfait, on a vu un petit peu l'aspect technique. Maintenant, on va peut-être passer plus sur l'organisation du personnel, parce que c'est quand même une gestion, les correspondants, les patients, tes associés, tout ça quoi. Les employés. Les employés. Ouais, Et puis comme tu disais que tu avais 2 jours dédiés, bah toi c'est plutôt le liant, mais bon, ouais. tu as quand même dans la gestion, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bah ouais, alors bon, déjà, bon, les correspondants, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de communiquer et d'être vachement le plus disponible avec eux. On essaye surtout aussi de les cibler, tu Ouais, vois. Euh, D'avoir. En fait, c'est un peu comme dans partout, la règle des 80-20. Je sais pas si t'as entendu, ouais, c'est la loi de si Pareto. Pareto, ouais. Ouais, ça. Ça marche. Bah, si on peut réexpliquer. Bah, c'est qu'en gros, 80% de ton activité, 80% de tes actes vont te générer 20% de tes profits. hmm, Pour faire simple, si j'applique ça à mon activité, c'est 20% de mes correspondants qui m'apportent 80% de mon activité. ouais. Parce que du Donc coup, c'est sur eux qu'il ouais. faut plus se concentrer. Ouais. Parce que si les mecs, ils m'envoient, je passe 30-40 endos par an, toujours nickel, avec un bon échange, etc., une communication qui se met bien en place, tout est parfait. Si après, ils m'appellent et je leur dis, bah, en fait, je vois tes patients en 6 mois, je perds en Ouais, efficacité, tu vois. ouais, C'est un problème. Donc, du coup, bien sûr, c'est eux qu'on priorise. Et pourquoi? Bien sûr, parce qu'ils font l'effort. ouais, Tu vois, ouais, évidemment. Donc, toi, tu parlais avec ton endo, il faut que vous mettiez quelque chose en fonctionnement comme ça, ouais, quoi, ouais, hyper sécure, et voilà, pour que ça fonctionne. ouais, je vois. Ça, c'est très important. Euh, donc, on travaille ça. Mais tu sais pourquoi on passe pas chez là parce que on voulait à un moment faire. Mais le vrai problème, c'est que les patients, ils veulent pas aller à Lyon. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais en vrai, c'est ça, hein. Ah bah oui, C'est bien les sûr. patients Mais je crois pas d'ici. que. Je crois pas. À chaque fois, on leur dit, ah, on peut aller à Lyon. Ils font, oh non, 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 mais Lyon. je crois pas que nous Et ayons, nous et là, vocation à aller plus loin que l'agglomération ouais, lyonnaise, hein. ouais. Non, mais Ouais. en plus, moi, Mm. j'adorerais bosser avec vous, mais c'est Mais avec plaisir. à chaque fois, c'est la Mais même peut-être chose. qu'un jour on ouvrira un cabinet vert chez toi. Bah grave. Mais du coup, l'idée, c'est ça, si tu veux. C'est pas, j'ai pas vocation à s'expandre, Ouais, etc. ouais, Et ouais. dit, voilà, bon, la ville de Lyon, déjà plein d'autres endos, etc. Ouais. Voilà, nous, ça va, on a 3 tonnes Bah, de boulot, tu l'expansion, vois. comme tu dis, ce sera une Ouais. annexe que Baptiste est en train de. Pourquoi Peut-être, pas, ouais, voilà. voilà, pour l'instant, c'est pas dans les clous, Ok. voilà, c'est trop compliqué En tout pour cas, plein de là, raisons. dans l'Ain, il y a ce qu'il faut, hein. Moi, il y a des patients qui viennent de Bourg, de Mâcon, Ouais. au-dessus de Mâcon, Mm. pour se faire soigner, tu vois. Il y en a, ils font Ouais. 1h30 de route. Bah ouais, ouais. Et quand tu les vois en consulte 15 minutes, ils disent putain, Les déserts 1h30. médicaux, c'est un vrai problème. Et pourtant, on n'est pas si loin de Lyon, en Non, fait. non, non, mais bien Mais sûr, bien si. sûr. Mais tu sais, c'est pour ça que les patients, c'est pour ça que on est submergé de boulot et qu'on a le train de vie qu'on a. Ouais, 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 c'est Parce que sûr. la société, elle nous dit surtout, restez bien comme vous êtes, on a besoin de vous. Ouais, ouais, c'est clair. Les mecs, ils font autant de route. Faut voir l'effort, hein, des patients, hein. Moi, je les Ouais, admire, ouais. hein. C'est toujours incroyable, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, jusque-là, tu vois, là, j'ai 40 ans. Avant, j'avais pas eu trop besoin de soins médicaux. Là, des fois, tu commences un peu. Tu te rends compte à quel point la relation Ouais, soignant-patient, elle est ouais, c'est clair. primordiale. Des fois, je fais des kilomètres et des kilomètres pour me faire soigner par un mec et pas par personne d'autre, hein. Moi, je le vois surtout avec mes enfants parce Mm. que, tu sais, au début, Les surtout, pédiatres, ouais. C'est clair. t'as les pédiatres, le médecin, les Ouais. rendez-vous chez le machin et tout. Tu fais, waouh, ouais, le Ouais. cercle, il est quand même. Ouais, c'est important. Donc, quand ils ont des bons praticiens, c'est important Ouais, c'est clair. qu'ils le gardent, quoi. Euh, Pour répondre à ta Ouais. question, qui était donc déjà comment je gère avec les correspondants. Bah, les correspondants, déjà, on travaille à fond Ah, le réseau comme la loi de ça. Pareto, ouais. Ouais. Donc la loi de Pareto, voilà, c'est ça par rapport à la loi de Pareto. Et puis du coup, tous les mois, on fait des conférences et on anime un réseau comme ça. Ouais. Ok. Puis après, on essaye de travailler en tête à tête. Donc, c'est des conférences pour correspondants. Ouais. Ok. Ouais. Et puis en même temps, on leur offre la possibilité de se former en endo parce Ok. que pour toutes ces raisons-là.
Et on se rend compte qu'effectivement, ceux qui sont les mieux formés, ceux qui viennent dans nos conférences, ceux qui font ces formations-là, sont ceux qui, après, avec qui on travaille le mieux. C'est fou parce que c'est un peu contre-intuitif. Tu dis que tu vas former tes correspondants en endo. Tu te dis, à un moment, il va prendre mon boulot. Non, mais non. Je sais, non, mais... Mais non, mais parce que... Non, c'est pas possible. Tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure à midi. Ça fait 15 ans que je fais 4-5 par jour. Je sais, non, mais je dis ça parce que je suis sûr et certain que c'est des questions qu'on peut se poser. Ouais, mais les cas compliqués, on continuera de les faire. Ouais. Et mon objectif, il n'est pas d'être blindé de cas faciles. Mon objectif, il est de proposer une formule d'endodontie pour faire de l'endodontie. Donc, du coup, le cas facile, comme dire, un réciproque, un instrument, tac, je t'apprends à bien l'utiliser et puis t'es tranquille. Tu vois, bien planifier la resto après l'endo, puis t'es tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est donc, l'endo qui est bon en endo de cabinet. Et l'endodontiste exclusif, comme tu disais, qui fait vraiment du spécifique et du très technique. Mais tu vois, là, je rebondis sur ta réaction qui est somme toute légitime et qu'on a vu plein de fois. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est hyper intéressant de voir... Ouais, c'est caricatural. Ouais, bah oui. Mais c'est hyper intéressant de penser différemment. Aujourd'hui, nous, les praticiens, tous, on doit arriver à... C'est peut-être un peu idéalisé ce que je vais dire, mais... on doit arriver à bosser forcément ensemble, à s'organiser ensemble pour être le plus efficace possible. C'est ça qui va nous sauver. Oui. Sinon, c'est clair. Si on le fait pas, un jour, c'est d'autres gens qui vont nous dire comment bosser. C'est ça. C'est aussi pour ça que je fais les podcasts, tout ça, pour que les gens se disent, je suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il y en a qui ont eu aussi des soucis. On parlait peut-être après du burn-out, tout ça, mais je suis pas tout seul et du coup ça permet de se sortir un peu de tout ça et de rester un peu plus soudé. Mais ça crée, bien sûr, il faut que l'échange se mette en place. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Mais si tu commences à penser, je garde les endos pour moi. Moi, j'aurais gagné le jour où il y aurait plus d'endodontiste. J'irais faire du théâtre. Tu vois. Non, tu m'avais dit que tu voulais pas trop faire que ça. Mais et puis, il y aura bien quelqu'un, un endroit où il y aura besoin de faire des endos encore trop compliqués. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc vraiment, c'est pas le sujet. Donc pour gestion des correspondants, ok. Voilà, ça se passe bien. Après, pour la gestion du personnel maintenant. Alors, ce qu'il a fallu faire, ça a été de structurer. C'est-à-dire, et le premier réflexe qu'on peut penser, c'est que c'est intuitif. En fait, non, ça demande beaucoup de travail. La moitié de mon temps, je le passe à discuter, à organiser, à faire du management, tu vois, créer du lien entre les hommes et à structurer le cabinet. Et ça, tu te l'es dit directement au début de l'activité? Non, quand tu as ressenti le besoin? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ressenti le besoin... non, ce qui s'est passé, c'était pour créer le cabinet... Je réfléchis parce que je ne me suis pas posé la question. Pour créer le cabinet... Parce que je te pose cette question parce que là, tu vois, moi, j'ai les mains dans le cambouis, j'y vais, machin. Je vois qu'à un moment donné, il y aurait besoin de ça. Mais tu vois, entre se dire il y aura besoin de ça et vraiment passer comme toi du temps pour ça, il y a un gap, tu vois. Il y a un gap énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, donc déjà, on travaillait en une seule cellarde. On a une seule cellarde. On est tous associés, plus ou moins un nombre de parts. Et on a tous une rémunération assurée par la cellarde. Pas par notre chiffre, par la cellarde. Ça, c'est important. C'est important, Et ça veut dire que, tu vois, quand, je sais pas, Paul-Marie ou Baptiste vont faire une conférence à droite, à gauche, moi, je vais travailler à leur place. Tu vois? Je vois. Et en même temps, après... En fait, tout le monde a le même chiffre. Et après, la rémunération que tu touches pour ta conférence, ça, machin, tu la mets dans la cellarde. Oui, C'est logique, puisqu'on t'a libéré du temps pour que tu le fasses. Et donc après, ça rentre dans un chiffre d'affaires qu'après, on se partage. Tu vois? Pas équitablement, parce qu'il faut que l'ancienneté... la responsabilité, tu vois, j'ai hypothéqué ma maison pour faire le cabinet, tu vois, donc ça a aussi un poids, etc. Donc forcément, tout ça, ces prises de risque-là, on les partage aussi. Mais pas équitablement sur ces points-là, mais pas équitablement, mais équitablement sur le fait qu'il y en a qui vont travailler plus au cabinet, mais moins. Mais c'est pas sur ce temps-là que c'est calculé. Non, c'est ça. C'est ça qui est un peu... calculé sur la valeur d'une personne. C'est ça. C'est ça qui est un peu, tu vois, un contre-intuitif. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé au crossfit. Je me suis fixé les deux épaules sur un snatch. Tu te rends compte? J'étais fragile. Hein. C'est clair. À combien le snatch? Non, même pas. Ah non, en fait, je m'étais allongé sur avec une barre à vide, tu sais, les bras tendus en haut de la boxe pour étirer les épaules. Et les deux épaules sont sorties. Ah oui. Donc, c'était vraiment... Enfin, bref.
Du coup, et donc j'ai dû me faire opérer de l'épaule. Mais comme j'étais rugbyman et que j'avais un passif, j'étais exclu de mon assurance. Ah ouais. Donc j'ai dû passer 3 mois sans pouvoir bosser, sans pouvoir être indemnisé. Donc en fait, j'ai dit aux gars, l'idée, c'est que du coup, vous continuez de me payer, mais moi, je vais bosser, mettre en place le management et ouvrir un deuxième cabinet. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. En fait, avec le recul, c'est marrant parce que tu me dis ça, puis je me dis, bah oui, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, du coup, je suis allé chercher. Par la force des choses. Par la force des choses, ouais. Et c'est comme ça que j'ai créé le cabinet. Et c'est comme ça que j'ai lancé l'activité donc, telle qu'elle existe aujourd'hui, donc le groupe, etc. Et je me suis rendu compte que, tu vois, très vite, je vois beaucoup de prats qui créent des grosses structures et qui n'ont pas forcément travaillé l'humain à l'intérieur. Ah ouais. Et en fait, nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a attendu d'avoir de l'humain, d'avoir trop d'humain, de le travailler, de se rendre compte que ça fonctionnait bien pour créer la structure. Ouais, je vois. Donc, du coup, l'investissement, il était serein parce qu'on avait les ressources humaines pour assurer l'investissement, tu vois. Et donc là, j'ai mis en place du management. Mais alors, ça passe par un truc très simple, tu vois. Ma chef des assistantes, Cindy, qui travaille avec moi depuis plus de 10 ans, on commençait à s'engueuler, on n'était plus d'accord sur des trucs. Puis enfin, fort, hein. Ah ouais. Ouais. Et puis en fait, je me suis dit, allez. Alors qu'en 10 ans, il n'y avait jamais eu de... Ouais, faut qu'on passe du temps ensemble. Ouais. Et donc, tous les jeudis, je lui ai dit, écoutez, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tous les jeudis après-midi, notre temps qu'on utilise pour l'organisation, on va se mettre dans le même bureau, puis on va bosser ensemble. Et c'est comme ça que les choses... Quand tu lui as dit ça, elle s'est pas dit, il est bizarre de me demander Je ça. sais pas, en tout cas, elle a dit, ok, d'accord. Et en fait, après, j'ai suivi une formation qui s'appelle Outils du manager, que tu peux retrouver en ligne, avec Cédric Watine, qui fait un podcast sur le management. Ouais. Et qui t'explique... Pas en dentaire, là, c'est vraiment le management. Non, le management, ouais, je suis allé chercher ailleurs que du dentaire. Parce okay. qu'en fait, ce qui me déplaisait dans le dentaire, c'est que c'était toujours déjà très établi. Et en fait, non, là, ce que je voulais, c'était apporter quelque chose qui sont liés aux personnes qui sont dedans. Tu vois. Et donc, du coup, déjà, créer des rencontres avec ton personnel régulières, c'est sécuriser le lien humain. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, ben voilà, maintenant, Thomas, on va bosser ensemble, tu vois, dans le même cabinet, mais je veux que toutes les semaines, pendant une demi-heure, on passe une demi-heure ensemble. Et on fait le point sur ton activité, sur les objectifs qu'on se met en commun, sur comment tu te sens, etc. etc. Tu le prépares ça à l'avance, du coup, cette demi-heure? Ouais. Ça s'appelle des one-to-one, un à un, tu vois. Et donc, tu passes une demi-heure avec l'autre, où tu l'écoutes. Ouais. Et puis après, tu parles des objectifs. Et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer sur tes objectifs, etc. etc., etc. Et puis, tu échanges, tout simplement. Okay. Et juste ça apaise tout le monde. Ouais. Juste ça. Et dans cet échange-là, qui est marqué sur le planning, pour bien que les gens voient que c'est pas du temps que tu passes à boire un café, c'est vraiment, eh bien, tu vas pouvoir parler de plein de choses. Et petit à petit, tout va se délier. Tu vois. Donc ça, c'est la première. Et là, et avec ça, tu vas mettre en place ton organigramme, créer ta structure dans ton cabinet, savoir quand vont se faire les rencontres et avec qui. Premièrement. Deuxièmement, avoir des supports qui t'aident à savoir comment l'autre pense en face de toi. Par exemple, je sais pas, dans 10 minutes, on doit arrêter le podcast. Je pourrais très bien te dire, Thomas, le podcast, 10 minutes, c'est fini après. Hein, okay. Ou alors, je peux te dire aussi, Thomas, ça te va si, bon, dans pas longtemps, 10 minutes, pas plus, mais tu vois, on arrête. Ouais. Dans les deux cas, ça peut être agréable ou désagréable pour toi. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça dépend comment tu fonctionnes. Ouais. Et bien, ça, avec des tests de personnalité comme les tests DISC, etc., on va savoir comment l'autre fonctionne et on va adapter notre discours. Et adapter aussi nos trucs. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui sont plus dans l'échange, dans le contact humain, dans les relations humaines, et puis d'autres qui sont plus dans la tâche, le protocole, etc., bah, plus dans la gestion des commandes, plus dans tu vois. Et en général, ça matche bien entre ce que les gens aiment faire et leur trait de personnalité. Ouais, donc, tu as fait des tests de profil exactement. À tout le monde. Puis avant de recruter aussi. Et tu leur as expliqué pourquoi Complètement. On fait même des team building comme ça. On s'amuse à faire des petites scénettes. Bah, tiens, comment tu vas dire bonjour, asseyez-vous, je vais vous faire une endo à un mec qui est rouge ou à un mec qui est vert. Mais ça, on l'a fait avec Oriane, les couleurs là. Ouais. Tu vois, ça s'appelle comment ça déjà? Le test DISC. DISC, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un exemple, ça peut être plein d'autres. Ouais. Mais il faut bien avoir en tête que c'est juste un repère. Hein. Parce qu'après, on a toujours peur d'être catalogué dans une couleur. Ouais, c'est sûr. Mais c'est juste un repère à un instant donné, ça change tout le temps, etc. Mais après, tu as des traits de caractère qui font que... Tu vois, moi, j'ai un patient qui arrive, bon, concrètement, combien de temps ça dure votre truc, combien ça coûte? Comme ça. Bah là, j'arrête, j'ai compris qu'il était rouge, le mec. Ouais. Et je dis, bah écoutez, il me faut 2 heures pour vous soigner, ça coûte 900 balles. Ok, c'est bon? Nickel. Très bien, pas de problème. Puis alors, tu t'es adapté à son... Ouais, c'est ça.
Puis il y en a d'autres, oui, alors voilà, mon dentiste m'envoie, mais bon, je sais pas trop. Ok, on va prendre le temps. Ouais. On a tout notre temps. Ouais. Et là, du coup, le mec est vert, il a besoin de... Ouais. Le meilleur exemple, ça a été quand Paul Marie voulait faire les formations avec Ando Academy et Stéphane Simon. Tu vois, Stéphane Simon, c'est un mec qui fait 10 milliards de choses Il est rouge, lui. Bah ouais. Ouais. Et donc, il envoie un mail de 3 pages à Stéphane pour motiver son envie de travailler avec lui. Ok. Jamais de réponse. Je dis, bah ouais, il est rouge. Donc en fait, il va pas le lire, quoi. va pas le lire. Par contre, tu lui envoies un texto. Salut Steph, trop envie de bosser avec toi. On peut s'appeler 10 minutes pour l'interrogation. Le mec, il dit, bah ouais, dans 5 minutes, c'est ok. C'est ouf. Ouais, c'est fou, ouais. Bah oui, c'est ouf. Mais C'est bien clair. sûr. Et ça fait pas de toi un connard. Ouais. Ni un mec trop pénible qui vend machin. C'est juste des traits de personnalité, des façons de faire qui nous sont rassurantes et qui, du coup, on fonctionne comme ça. Ouais, je vois. Tu vois, hyper intéressant. ça, du coup, c'est ce qu'il faut mettre en place dans une activité de groupe. Ça, c'est pour moi évident. Donc, l'organigramme, les postes de chacun. Tu vois, j'ai écrit mon tableau comme un arbre généalogique, qui fait quoi, etc. Et dans cet arbre généalogique, qui se rencontre et les tests disques de chacun. Tu vois. Et tu disais que tu faisais avant de recruter ? Avant de recruter aussi. Pour savoir quel profil tu as besoin ? Bah ouais, par exemple, mes secrétaires. Toutes bleues. Donc, bleu, c'est très protocolaire. Ok. Nickel, on a des dossiers impeccables. Mais c'est pas très chaleureux. Ouais. Tu vois ? Au secrétariat, tu veux dire ? Avec les patients, on manque un peu de... Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je sais pas, tu as 2 secrétaires bleus, tu dois recruter une 3e. Si tu veux équilibrer un petit peu ça, tu vas recruter une jaune, c'est-à-dire une couleur qui est vachement plus chaleureuse, etc. Sauf que la personne qui va recruter. Donc moi, je pars du principe que celui qui recrute, c'est celui qui manage. Ou c'est toi ? Si, c'est moi qui manage. C'est pas toi qui manage là dans ton cabinet ? Non, parce qu'en fait, j'ai une intermédiaire. C'est la chef des secrétaires. Ok, d'accord. Donc c'est elle qui recrute son équipe. Ok. Et donc du coup, je lui ai dit, si vous voulez aller gagner de la chaleur, parce que en fait, les retours qu'on a de nos correspondants, c'est que ça travaille super bien, mais que c'est pas très chaleureux. Ouais. Ok. Donc du coup, il faut qu'on aille recruter quelqu'un de plus chaleureux, de plus jaune. Mais attention, ça va vous déplaire. Parce qu'instinctivement, on recrute les gens qu'on a envie, qui fonctionnent comme nous. Mais c'est un problème. C'est un biais énorme. Donc il faut définir son équipe, savoir comment elle fonctionne, aller voir là où il y a besoin, les besoins, et puis se dire, je cherche tel critère pour le recrutement et j'accepte aussi les défauts. Ouais, tu vois. Donc on a eu quelqu'un d'hyper chaleureux, machin. Alors il y a un mec qui râlait en 2 secondes, 2 sourires et machin, c'était fini. Il râlait plus. Mais par contre, dans les dossiers, il y avait des erreurs. Ouais. Parce que du coup, c'est pas le même protocole. Ouais. Et le super pouvoir de quelqu'un peut pas être super partout, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, moi, par exemple, je crée le lien, mais en même temps, je suis hyper solitaire au cabinet. Quand je suis dans la tâche, je suis rouge, je suis fermé, voilà. Mais c'est efficace, ça avance, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, du coup, il faut que les autres le comprennent aussi. Ça fait pas moins un connard, ça fait juste que c'est ma manière de me protéger pour avancer. Ouais, c'est ça. Tu comprends ? Ouais, je vois. Mais on avait fait l'histoire des couleurs, et même quand tu es sous stress, tu reviens à ta couleur d'origine. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est important aussi de savoir, parce qu'au cabinet, tu es parfois sous stress. Souvent même. Souvent sous stress, pour pas dire souvent. Ouais. Bah, clairement, c'est un métier difficile. Ouais, du coup, on va parler un peu du stress, tu vois, au cabinet. Et je pense qu'on est beaucoup à le vivre au quotidien, tu vois, entre les patients, même maintenant la CPAM, enfin tout, quoi. L'organisation, les protocoles et tout. Toi, ta gestion du stress, comment tu l'as gérée ? Si jamais déjà, est-ce que tu as eu des problèmes avec ce stress ou... Bah, globalement, alors... Est-ce que pour toi, le cabinet, c'est un endroit stressant déjà pour toi ? Plus maintenant. Plus maintenant ? Parce que ça l'était. Ça l'a été, ouais. Ça l'a été. Mais maintenant, il est assez bien organisé. C'est-à-dire qu'on a un beau lieu de vie. Qu'on a tout le cabinet, on a chacun notre environnement avec tous nos outils qui sont importants. On a un lieu de vie qui est important. On a un collectif qui est fort et qui s'entraide. C'est pas idéal, hein, ce que j'essaye de montrer. Non, mais si ça peut donner des tips. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on a un loft dans notre cabinet qui fait à peu près 60 mètres carrés, qui nous sert pour faire les réceptions quand on a des correspondants, mais en même temps, on l'utilise comme lieu de vie. Donc, voilà, ils sont tous avec leur ordi en train de bosser, etc. Et je me dis que les gens sont bien parce que des fois, quand je viens le dimanche, par exemple, quand j'ai une conf à préparer et tout, il y a des autres qui sont là. Ah ouais. Ils bossent pas chez eux. Ouais, c'est ça. Ils bossent pas de chez nous. Ils se disent, je viens parce que je me sens bien là, mais je me sens mieux pour travailler. C'est ça. Donc finalement, le cabinet, il est pensé pour.
au sous-sol, on a une salle de sport, Ouais, tu vois, ouais, parce que, par exemple, moi, je me suis construit avec l'activité physique ouais, permanente. ouais, Chaque fois dans ma vie, j'ai eu des coups de fatigue quand j'étais plus dans ce rapport au corps-là, ouais, ouais, tu vois. Donc, le corps, évidemment, que plus il est géré, mieux c'est. ouais. Et puis, j'ai tendance à être hyperactif. Alors, bon, genre, TDAH, c'est tendance hyperactif, Ouais. etc. On s'en fout du diagnostic, mais c'est un petit peu mon profil, tu vois. Et quand je suis dans une envie un peu euphorique de faire plein de trucs, je peux arriver dans un état de fatigue qui m'épuise. Ah ouais. Et Quand ça te donc, passionne, tu peux aller vraiment au bout du bout, quoi. c'est ça. Et donc, des fois, je me suis retrouvé dans des états où j'avais tellement de trucs à gérer que j'ai explosé en plein vol, Ouais, tu vois. ouais, je vois. Entre des conférences, des responsabilités à droite, à gauche, parce que voilà, j'ai la responsabilité à la SFE, le cabinet, dès qu'on t'appelle pour faire un truc, tu dis oui, 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 une conférence à droite, à gauche. À un moment, j'ai fait beaucoup de théâtre, Puis la donc vie j'avais perso joué. après. Et puis, tu vois, Et le je théâtre. parle que du boulot. Mais à côté de ça, une petite fille qui venait de naître, Ouais, ouais, bah là. faut gérer la vie de famille, voilà, etc. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé voilà, de faire un burn-out et d'exploser en plein vol. Ouais, Alors, ça s'est traduit par... sur le moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je pensais que je pouvais tout faire, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que t'as beau peser 100 kilos, de faire de la muscu et du crossfit, et au final, t'es pas Superman, quoi. Tu vois, c'est pas écrit... ouais, D'ailleurs, je conseille un super livre de Raphaël Poulain, le rugbyman, qui s'appelle Je ne serai pas Superman, où il explique ça. il explique ça, ouais. Ouais, je vous le conseille. Enfin, Je le mettrai en mm. description. De toute façon, tout ce que tu dis, je pense que je mettrai en Ouais, description, tous les petites... cool. Et du coup, moi, une fois, tu vois, je roulais en voiture et je me suis arrêté, pensant que j'étais arrêté un stop, et en fait, je me suis arrêté au milieu de la route. Donc les gens klaxonnaient et tout. Donc là, j'ai tout arrêté. Je suis allé voir mon médecin, je lui ai dit, ouais, ce qui s'est passé. Il m'a dit, ok, on s'arrête. Là, tu t'es arrêté et Ouais. t'étais Persuadé dans que le j'étais un brouillard, stop. quoi. Ah ouais. J'étais persuadé que j'étais un stop. Ah ouais, t'as fait le vrai, Ouais, le vrai burn-out, quoi. Ouais, Et donc, du coup, alors après, je me suis rendu. Donc, j'ai complètement arrêté à l'époque, j'étais au conservatoire de théâtre et je suis allé me reposer, tout simplement. Je suis allé dormir pendant plusieurs jours. Je gardais encore un peu d'activité au cabinet, j'ai continué ça, je ne me suis pas arrêté. C'était un petit peu. J'ai eu de la chance parce que mon job était l'organisation du cabinet, mes associés, si tu veux, c'était tellement structuré que ça a été ma béquille, si tu veux. ouais, je vois. Tu vois. Donc j'ai trouvé ça c'était hyper agréable. J'en ai parlé avec mes associés, ils m'ont dit t'inquiète pas, on continue tranquille et tout. Et dans ces moments-là, après, avec le recul, c'était une période où j'ai pu identifier après coup, parce que quand tu es la tête dedans, on a beau te le dire, tu l'entends pas. Ouais, ouais. Bah, j'avais. Parce Je qu'il y a dormais. des gens qui t'ont l'ont dit. Non, mais les gens, ils te disent waouh, tu fais vachement de trucs quand même. Ouais. C'est surtout Comment tu ces fais, appels. quoi? Ouais, Et tu bah, je sais pas, ça passe. Et en fait, ça passe pas. ouais, Parce que t'as pas pris le mur encore. ouais, ouais. Et encore, j'ai pas eu d'accident, tu vois, il s'est rien passé. Ouais, c'est clair. Mais ça aurait pu. Et donc, il y avait des signaux, en fait. Et les signaux, c'était le sommeil. Ça, c'est radical. Tu dors pas la nuit. Tu te réveilles à 2-3 heures, puis tu dors plus jusqu'à Je pense 5-6 qu'on heures. va bien insister là-dessus parce que je Ouais. pense qu'il y a des confrères, il faut vraiment faire attention. On va bien insister sur les Ouais. signaux, je pense. Que Ah t'as bah, pas fait, que t'as non, pas j'ai fait pas fait attention. attention à Ouais. ça. Tu vois, je me disais, bon, Donc bah le voilà. sommeil, ok. Alors après, t'entends toujours quelqu'un qui va dire, bah oui, il y a des gens qui dorment moins que les autres. Ouais, c'est vrai, mais n'empêche que si tu veux, quand tu te plonges dessus, tu sais que si tu dors pas, t'as pas un renouvellement des cellules Ouais, gliales dans ton ouais. cerveau qui fait que les neurones ils fonctionnent moins bien, tout simplement. Donc, quand t'as quelqu'un qui te dit, bah en fait, je dors pas, mais ça va, il faut toujours Hmm. se dire, ok, vous gérez. Effectivement, mais ça pourrait être mieux et il faut faire attention. Alors après, tu vas chercher d'autres choses. Maintenant, des fois, je le cherche avec les patients, notamment sur ceux qui ont des douleurs permanentes, tu vois. Parce qu'on sait que ces états de fatigue peuvent être aussi peuvent générer des inconforts ou des douleurs qui peuvent être permanentes alors que tout est nickel dans la bouche des Ouais, patients. Tu ouais, vois. je vois. Ça, c'est Étienne Surin qui m'a appris ça, qui fait que de la douleur orofaciale. Donc ça m'a appris aussi à le détecter pour moi. Donc ça, le sommeil, le mode de vie. Alors qu'avant, tu dormais bien. Ouais, bien T'as sûr. jamais été Ah, mais moi, il y a insomniaque. des moments... Ah non, pas du tout. Ça dépend des Ouais, périodes donc de la vie. vraiment, ok. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu te couches à 22h, 23h, tu rouvres les yeux, c'est 7h du mat, tu dis c'est bon, quoi, j'ai Ouais, hyper ouais, bien dormi. Puis il y a des moments, non, tu te réveilles. Mais ça arrive à tout le monde, il faut pas culpabiliser à chaque fois que tu te réveilles la nuit. ouais, ouais, ouais. Tu sais ce que c'est, toi aussi. Oui, Je suis oui, désolé. là, oui, mais C'est juste qu'il faut se dire, ok, je ne dors pas bien en ce moment. Et il faut que je travaille ça. Donc tu vois, t'arrêtes les écrans en te coucher, ouais, t'arrêtes ouais, les trucs qui stimulent, tu manges mieux, ouais. tu fais gaffe. L'activité physique. Moi, ça a été radical. Je me suis construit dès l'adolescence avec le rugby.
tu vois. Ouais, ouais. Après, je suis parti en P1, où là, j'ai tout arrêté. J'ai explosé en plein vol aussi en P1, tu vois. J'ai fait dentaire, où là, bon, bah, ok, faisais vachement moins de sport. Je picolais beaucoup, etc. Donc là, j'ai vu que si ça avait fatigué mon état de santé mentale. Et puis après, quand j'ai repris mon activité et lancé le cabinet et tout, là, je m'étais mis dans une rigueur avec le crossfit, etc. Tu vois, hyper rigoureuse au niveau du sport. Et puis finalement, ça a toujours été les périodes constructives de ma vie. Ouais, ouais. Donc là, premier réflexe, c'est de dormir et de se remettre au sport. Mais se remettre au sport, c'est pas genre marcher pour aller au boulot, c'est activité Une vraie physique activité. pour soi, quoi. C'est que ça, c'est super dur Ouais. parce que quand tu t'es arrêté et que tu te remets, Ouais, il faut faire doucement. et puis ouais, bah, Ouais. tu fais doucement et puis t'as des courbatures de partout. Ouais, mais c'est pas simple. Avant, la courbature, moi, faisait partie de ma vie. Quand j'en avais pas, c'était pas normal. Ouais. Maintenant, tu sais ce que c'est. Oui, oui, je sais ce que c'est. Et C'est maintenant, clair. en fait, c'est l'inverse. Ouais, maintenant c'est l'inverse, moi aussi. mais du coup, voilà. Et être attentif aussi à ce que tu manges. Ouais. Moi, c'était les pulsions alimentaires. Tu vois, tu rentres le soir, faut que tu bouffes parce que t'es sorti de ta journée, t'es KO. Mais en fait, c'est parce que ta journée est pas assez équilibrée. T'es trop épuisé que tu as ces pulsions-là. D'autres, c'est s'ouvrir une bière ou s'ouvrir... Ouais. Alors, tu bois une bière, ça va, c'est géré. Et t'en bois 2, 3, 4. T'ouvres ta bouteille de rouge, puis au final, t'en bois la moitié, peut-être une entière. Ouais. 1 ou 2 fois par semaine, ça fait beaucoup. Ouais. Je veux pas tomber dans des clichés parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se retrouver et qui ont des modes de vie comme ça plutôt Ouais, équilibrés. mais justement, Mais il faut être attentif à c'est ça. pas équilibré de faire ça. Dans notre boulot, qui est un boulot vraiment très stressant, Ouais. mentalement, il faut y être. C'est compliqué. On peut faire de la prévention hein, ici. Bien sûr, je pense, c'est important. C'est compliqué de te répondre parce que c'est pas Churchill, il buvait un whisky tous les matins. Enfin, tu vois, c'était un alcoolique. Bon, avec le recul, si tu veux. Je pense que la majorité du temps, c'est quand même pas bon. Ouais, on peut se le dire. Moi, j'aime bien Jérémy Ferrari, tu sais, le comique. Ouais, moi aussi, j'adore. Bah, du coup, c'est un peu en suivant son parcours et tout. Ouais. C'est un peu en suivant son parcours. Je me suis dit, mais oui, effectivement, il y a un problème. Parce que j'étais tombé dans cette addiction-là, tu vois. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réajuste le truc. Alors, c'est pas de vivre comme un moine et faire que... Tu vas pas boire d'alcool ou faire que du sport et bien dormir. Non, mais c'est qu'il y a un moment pour tout. Il faut être dans la mesure. Et que quand ça va trop vite, quand tu as la sensation que ça va trop vite et que tu gères plus, il faut pas hésiter à ralentir. Ouais. Et tu vois, tous les projets que j'avais, j'ai pas hésité à dire stop, on freine. Tu t'imagines en moto, je sais pas si tu fais de la moto. Ouais, si, j'en fais un peu. Imagine, tu fais de la moto, tu vois que ton virage, tu l'as pris trop serré, tu ralentis. Ouais. Sinon, tu vas t'exploser. C'est exactement pareil. Ouais, le truc du burn-out, c'est de ralentir. Il faut savoir s'écouter avant aussi, un petit peu, ouais. Et en fait, le problème, c'est de voir les indicateurs. Comme pour le management, comme pour ton activité. Les indicateurs qui disent que tu vas trop vite, c'est je suis irritable, j'ai envie de buter tout le monde, je m'arrête, enfin tu vois, le truc que j'ai fait, je prends du poids, je mange 2 fois plus, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, je fais pas plus d'activité, machin, j'ai tout le temps envie de boire du vin ou de l'alcool, tu vois, je vois plus personne, je m'isole. Ça, c'est hyper dangereux. Ça, c'est clair. C'est des signaux qui doivent te dire non, c'est pas normal de s'isoler, c'est pas normal de boire autant, c'est pas normal de bouffer autant, c'est pas normal de se réveiller toutes les nuits à 4h du mat ou à 2h du mat et pas dormir après, tu vois. Non, ça c'est clair. Donc du coup, moi c'est passé par ralentir et récupérer le corps. C'est-à-dire même pas essayer de comprendre forcément ce qui se passe dans ta tête, juste le corps. D'avoir les indicateurs du corps, tu vois. Le poids, le sommeil, tu vois, tout ça. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça que j'ai pu gérer. Et après, du coup, parce que des fois on se dit on va ralentir, mais du coup ça va ralentir nos projets. Et du coup, toi, est-ce que après, quand t'as repris des projets, comme t'étais plus reposé et tout, du coup, t'as pu vraiment repartir c'est évident. C'est évident que... Alors, non, il y a certains projets que j'ai complètement arrêtés. Mais ça veut pas dire qu'on va pas les faire. Mais en même temps... bon, là, on va un petit peu peut-être dans la philosophie ou dans le... On peut, hein. Mais on peut. Ça permet peut-être à certaines personnes de pouvoir un peu réfléchir différemment dans leur vie. Alors, si tu veux, les projets, il faut savoir ce qu'on vient combler dans le projet. Parce que, moi, j'adore la psychanalyse. Ça fait belle lurette que je pousse d'ailleurs tout le monde, ceux qui ont envie, évidemment, à s'intéresser à ça. Mais... il y a un moment, si on a ces projets pour combler un vide, ce qui est complètement possible, faut s'interroger. Sur quel est le vide. Et en même temps,
le vide nous est aussi moteur pour avoir des projets. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste Ouais, une je vois, question ouais. de quantité. Ouais. Et qu'à un moment, mais il y a un moment, si la machine s'emballe, il faut être c'est nos indicateurs qui vont nous dire là, ça va trop vite. Ouais, je La vois. prise de poids, le manque de sommeil, etc. Tu vois? Ouais. Voilà. Maintenant, il faut être capable, il faut être raisonnable, il faut être capable de se dire, mais en fait, si je vais dans un mur, j'aurai plus aucun projet. Ouais. Oui, c'est Si sûr. j'ai un accident, c'est fini les projets. Tu vois. Ouais. Donc, évidemment, le pire des trucs, c'est de s'exploser en pleine, Ouais. en pleine Ouais. tronche. Ouais, tu c'est vois. clair. Et après, moi, je conseille. Alors, il y a une conférence qui est superbe que André Consponville, le philosophe, a fait pour les soignants de l'hôpital de Genève Ouais. sur la recherche du bonheur au travail. Et c'est absolument génial parce que j'ai pas son talent pour expliquer la philosophie liée au bonheur. Mais en tout cas, il dit que voilà, le bonheur, c'est quelque chose qu'on désire. Tout le monde a envie d'être heureux. Si tu demandes tout le monde va dire bah oui, j'ai envie d'être heureux. Et donc, du coup, on va penser que ça passe par l'aboutissement de ces projets, c'est-à-dire ce qu'on désire. Mm. Par définition, un projet, on le désire, mais on l'a pas encore. Non. T'es d'accord? Ouais. Donc, savoir si cette envie, ce projet qu'on désire, nous rend malheureux puisqu'on l'a pas, donc on est dans l'énergie pour essayer de l'obtenir. Je comprends. Donc, cette frustration est une souffrance, tu vois? Et donc, du coup, on pense par illusion que le bonheur se trouve quand on a le projet. Sauf que quand on a ce projet, on le désire plus puisqu'on l'a. Ouais. Je fais ça. Ça Ouais, va. bah, ouais, mais en fait, on a quand même le moment de bonheur sur le moment où on l'a. Et Et ça dure pas forcément longtemps, mais c'est ça. on a un petit On- shoot de c'est dopamine, ça. quoi. Donc, si tu veux, certains auteurs, comme André Consponville, je crois que c'est Schopenhauer, mais là, je me la pète avec ma culture. Hein. Mais c'est Schopenhauer qui dit, en fait, l'homme est condamné soit à s'ennuyer, soit à souffrir de l'absence d'avoir ce qu'il désire. Ouais, Tu vois. ouais. Okay. Pour lui, c'est un cercle. Donc, on est condamné à souffrir. Et heureusement, et il l'explique très bien, que non. Il y a plein de gens qui arrivent à trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est souvent dans se trouver, être heureux dans ce qu'on a déjà. Ok. Tu vois? Ouais. Et moi, quand je vous invite à écouter, tu la tapes sur YouTube, hein, conférence d'André Consponville, Le bonheur Ouais. au travail, tu vas la voir. Il est très drôle, elle dure 45 minutes, elle est géniale. Et à partir du moment où moi j'ai compris Ah, ça, c'est sous forme d'humour qu'il fait? c'est un conférencier hors pair. Ouais, Donc ok. en plus, il a de l'humour. Ouais. Mais c'est pas un one-man show. Non, non. Mais si tu veux, quand tu commences à comprendre qu'en fait, je dirais, il faut que tu sois heureux avec déjà ce que tu as déjà fait un énorme chemin pour savoir si c'est le bon moment d'aller chercher ton objectif. Ouais, je vois. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que là ça va? Est-ce que là j'ai tout ce qu'il faut? Ouais. Alors ok, c'est bon, c'est peut-être le bon moment d'aller chercher un nouvel objectif. Ouais, je vois. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je maîtrise mon poids? Est-ce que, tu vois, je suis pas dans une consommation compulsive, etc., etc. Parce que c'est le problème de notre société lié à la consommation, puisque la consommation, la publicité, tout ça, provoque le désir pour qu'on ait envie d'aller consommer. Bah oui. C'est nécessaire, puisque c'est comme ça que l'argent tourne et que l'énergie tourne dans notre société. Mais s'il n'y a pas de réflexion, si on n'est pas capable de s'en passer pour être heureux, c'est là où il y a un problème. Ouais. Et on peut tout à fait aussi bien faire cette transgression avec des objectifs professionnels. Ça veut dire, bah, pour t'accomplir, il faut que tu aies un gros cabinet, un gros truc. C'est ce que j'ai pensé, hein, c'est comme tout le monde. Mais au final, une fois que tu l'as, il faut encore un plus gros cabinet, encore un plus gros truc. Bah, tu vois, tu t'arrêtes jamais. Et donc, tu peux t'épuiser. Or, des fois, bah, je sais pas, faut te poser la question. Ça se trouve, ton cabinet avec un fauteuil, avec une activité toute simple, te convient très bien. Et pourquoi tu irais chercher plus à ce moment-là? Ouais, je vois. C'est pas le sujet. Moi, j'aime les aventures collectives. J'ai joué au rugby. On était 15 sur le terrain, 30 avec les vestiaires et tout. J'ai fait du théâtre dans des troupes. J'ai toujours eu envie d'une aventure collective. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'appliquer de partout. Ouais, je vois. Moi, j'ai un copain endodontiste qui vit avec sa femme à Tournai en Belgique. Qui est endodontiste aussi, tous les deux. Ils ont leur maison, leur cabinet en dessous de leur appartement, dans la maison. Tu vois? Ils font une endo le matin, une l'après-midi, à deux, tout le temps. Mais ils sont hyper heureux. Ils gagnent très bien leur vie. Et c'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois qu'en fait, il y a plein de façons de faire, et je crois qu'il faut pas chercher une façon de faire universelle. Il faut chercher la façon de faire qui t'est propre. Savoir si déjà t'es heureux, et t'arrives à être heureux avec déjà ce que t'as là, et te dire, ok, si maintenant tu veux changer, eh ben on peut le faire, mais à condition que les indicateurs soient bien là. Ouais. T'arrives à bien dormir, bien manger, tu vois. Ça répond à ta question? Ouais, ça répond à ma question, Ouais. Ouais, franchement, c'est nickel. Et puis ça, du coup, ça évite le burn-out parce que du coup,
Ça évite la fatigue, ça évite le stress. Bah, ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours admiré ceux qui arrivaient à dire, bah non, en fait, mes enfants, j'ai 2 enfants en bas âge, je monterai mon gros cabinet que je fantasme dans 5 ans, Ouais. pas tout de suite, Ouais, tu vois. Là où moi, j'étais à fond dedans, j'avais trop de trucs en même temps, ouais, je vois. Ouais. tu vois. Ouais. Bah, merci beaucoup Bah, merci d'être de ton venu. invitation, merci Et de m'avoir puis, permis de m'exprimer. Ouais, parce Ouais, que ça me là, fait plaisir. franchement, c'est bien. Il y a plein de tips techniques. Franchement, on a bien tout balayé. Je pense que ça va être intéressant. Ouais. Bon, bah cool. Parfait. Bah, merci Et beaucoup, bah, à une Thomas. prochaine. À une prochaine, salut. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça permet de soutenir cette chaîne. J'ai vu aussi récemment que 50% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnées. Franchement, ça coûte pas grand-chose, surtout si ce contenu t'intéresse. Donc, n'hésite pas à le faire. Ça permet de me soutenir et d'aller chercher d'autres intervenants de plus en plus intéressants pour notre milieu médical.